T'es fatigué? Moi j'ai un truc qui va te réveiller. Voici Alain Soral! Bon, plus sérieusement les amis, interview légendaire avec Alain Soral. Avant de commencer l'interview dans quelques secondes, je vais vous demander simplement de mettre un petit pouce bleu. À 5000 likes, on fait une nouvelle interview partie 2 avec Alain Soral et cette fois vous pourrez poser vos questions. Ce sera exceptionnel. Abonnez-vous à la chaîne. Objectif 130 000 abonnés, 5000 likes et on fait une partie 2 avec Alain. Et puis peut-être que j'irai le voir en Russie. Ça peut se faire, mais ça dépend que de vous. Allez, sur ce, bonne interview. Merci à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle entretien. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de recevoir à nouveau Alain Soral. Salut Alain, comment tu vas? Salut à toi, bonjour à tous. Bah ça va, je suis un peu fatigué et parce que oui, mon actualité est assez fatigante. Il a fallu que je bouge beaucoup, fuseau horaire, avion. Donc ouais, je suis pas en super forme, mais bon, je suis toujours libre. En fait, c'est le principal pour l'instant, c'est que je suis toujours libre. Attends, C'est ça, ok, c'est je ça. coupe. Ben justement, moi, je voulais qu'on introduise un petit peu cette interview par ça. C'est justement ces récents événements. Tu es aujourd'hui donc en Russie à cause de persécutions, notamment par la politique française qui veut littéralement te mettre en prison. Tu avais déjà été en Suisse grâce à ton passeport binational et maintenant, même en Suisse, ils te poursuivent. Comment tu ressens cette vie-là de finalement un peu de nomade en fait, c'est ça, hein? Oui, oui, je suis un réfugié, un fugitif. Oui, l'actualité, en fait, c'est que ma double nationalité française et suisse me permettait, en Suisse, d'échapper, non pas à la justice française, mais à l'incarcération, puisque les Suisses n'extradent pas leurs ressortissants. Le problème, c'est que progressivement, la toute-puissante communauté organisée, dont on n'a pas le droit de prononcer le nom, fait pression sur la Suisse, enfin plus spécifiquement d'ailleurs sur le canton de Vaud, puisque c'est un régime fédéral, la Suisse, fait pression sur le canton de Vaud, ce qui m'a valu, dans un premier temps, enfin disons dans un premier temps, la justice suisse a répondu qu'il n'y avait pas de raison d'entrer en matière par rapport à ce que demandait la communauté organisée française, puisque ça ne concernait pas la Suisse et les Suisses, ce qui était vrai. Mais cette communauté fidèle à sa tradition a insisté et harcelé. Elle est aussi passée par un biais, tu sais, qui est le biais du communautarisme victimaire, c'est-à-dire n'arrivant pas à passer par elle-même, elle a mis en branle la fameuse bienne, tu sais, pour que je finisse par être condamné suite à 2 ans de péripéties judiciaires pour homophobie, ce qui était une première mondiale. Donc j'ai été condamné à de la prison ferme, même si ça s'est soldé par un bracelet. Mais sur le plan du casier judiciaire, c'est-à-dire que je suis déjà condamné à de la prison ferme en Suisse, hein, donc je suis d'ores et déjà, pour ce qui arrive après, je deviens un récidiviste, hein, il faut comprendre comment c'est construit tout ça. Et en fait, je rappelle que j'ai été condamné pour homophobie parce que j'ai répondu à une lesbienne, c'est-à-dire une lesbienne militante queer, hein, qui veut dire un peu comme grosse fortune ou grosse vedette. Hein, son C'est ça. physique, je ne le connaissais pas. J'avais vu qu'elle avait une gueule, mais bon, j'avais pas vu la circonférence de son ventre. Mais en tout cas, elle m'a poursuivi. Elle a réussi à obtenir que je sois condamné pour homophobie après 2 ans, sachant qu'en fait, elle était mandatée par la communauté des communautés, tu sais, qui a créé et satellisé les petites communautés secondaires. C'est sa stratégie, la fameuse stratégie du diviser pour régner, et sa fameuse vitrine de dire qu'elle est là en tant que minorité des minorités pour défendre les minorités contre la vilaine majorité, évidemment, que je représente un peu malgré moi. Donc je me suis retrouvé condamné pour homophobie parce que j'avais répondu à cette journaliste qui avait pondu un article diffamatoire en 3 points sur moi. J'avais répondu que ce n'était pas moi, que ce n'était pas nouveau et que c'était pas en Suisse, ce qui était quand même pas rien, sans rentrer dans les détails, puisqu'il s'agissait de conférences, de séminaires de droit de maître Viguier qui avaient lieu depuis des années et en France. Mais comme incidemment on va dire dans mon auto-droit de réponse, par le biais d'une vidéo, après avoir dit que c'était une militante queer pro-migrant, j'ai fini par dire à un moment donné, ce qui était 9 secondes hein, dans une vidéo de 11 minutes, je crois.
Et ben, j'ai fini par être condamné à de la prison pour ça, pour vous dire ce que c'est que les démocraties avancées, et notamment cette fameuse démocratie avancée qui est la Suisse, hein. Et à partir de là, comment dirais-je, là, le pied était dans la porte, entre guillemets, et la toute puissante communauté organisée, à travers son organisation qui s'appelle l'Organisation juive européenne, donc c'est bien intitulé que c'est une organisation au-dessus des nations, et qui met à contribution bénévolement, je crois, 50 avocats qui passent leur temps à éplucher tout ce que je dis, j'écris, que je fais dans un but de harcèlement systématique, hein, a engagé une nouvelle procédure où là, le nouveau procureur, encore plus lâche et soumis que le précédent, a lui décidé qu'il y avait de quoi entrer en matière, et donc je me suis retrouvé poursuivi. C'est une accumulation de choses. C'est souvent des commentaires sur X, tu sais, parce que Musk a libéré la parole sur X, mais ça ne change rien à la loi qui, elle, s'exerce, tu vois. Donc, comme je suis un peu taquin et que je m'amuse un peu sur X, ils ont cumulé énormément de posts sur X dont ils ont fait un énorme dossier, et ils ont porté plainte en Suisse. Et la Suisse c'est donc a engagé une procédure qui a pris un certain temps et qui m'a valu récemment d'être condamné à 5 mois de prison ferme non aménageable, puisque je suis un délinquant récidiviste, dans le but de m'incarcérer rapidement. Et donc c'est pour ça que j'ai quitté le pays, puisque après avoir quitté le pays, après avoir quitté la France pour échapper à l'incarcération en France, j'ai dû quitter la Suisse pour échapper à l'incarcération en Suisse. Et d'ailleurs, il n'y a pas que cette affaire, puisque j'ai une autre affaire qui me menace aussi, qui est une histoire de délit routier, où j'ai eu une embrouille avec un petit con qui a pris un sens interdit, qui a failli me rentrer dedans, et que j'ai un peu engueulé pour cette raison, et qui, me reconnaissant, est allé porter plainte à la police, a fait un certificat médical comme quoi il aurait souffert, et je me suis retrouvé donc avec un procès pour voie de fait, je crois, coups et blessures, lésions corporelles, dans une affaire de délit routier, donc ça fait un deuxième procès, pour lequel je serai condamné puisque je ne me présenterai pas, puisque j'ai quitté le pays. Et là, Monsieur Nunez, tu sais, qui a fait un signalement pour que je sois poursuivi en France, parce que j'ai déclaré que l'affaire Epstein était la preuve qu'il existait une mafia délinquante sur le plan sexuel et sur le plan financier, qui chapeautait tout l'Occident dégénéré, et donc on pouvait considérer comme mafia des mafias. Pour ça, je vais être poursuivi en France. C'est d'ailleurs la seule résultante pour l'instant de l'affaire Epstein en France, c'est que je vais me retrouver au tribunal pour avoir dit que cette affaire Epstein est la preuve qu'il y a une mafia. Bon, de toute façon, il y a toujours eu des mafias, c'est pas nouveau, mais en plus celle-là est très spécifique, et c'est démontré puisque les commanditaires sont tous, ça s'appelle le méga groupe, les bénéficiaires, puisque c'est essentiellement le Mossad, hein, et l'acteur principal et sa complice étaient tous les deux juifs, puisqu'il s'agit de comment dirais-je, de Monsieur Epstein lui-même, et puis de Ghislaine Maxwell, qui est la fille de son père. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es envoyé au tribunal parce que tu constates. Alors j'aurais dit mafia sioniste ou mafia communautaire, peut-être que ça serait passé. Mais en fait, ce qui est interdit, c'est de prononcer le mot juif, parce que là, tu sais, ça sonne dans la mémoire collective, et là, en fait, immédiatement, tu es poursuivi, même si tu as absolument raison sur le dossier. Alors le plus abject dans cette histoire, c'est que la Suisse a immédiatement suivi Nunez, et je suis aussi poursuivi en Suisse pour avoir dit effectivement que l'affaire Epstein était la preuve de l'existence d'une mafia qu'on peut considérer comme la mafia des mafias, ce qui est une certitude aujourd'hui, avec son influence sur le monde occidental. Et donc je suis poursuivi là en Suisse pour discrimination aussi, par le nouveau procureur, qui est vraiment une petite soumise de la pire espèce. Donc voilà, c'est de la discrimination quand tu dis faire remarquer que l'affaire Epstein est une affaire de A à Z, c'est de la discrimination. Tu vois, enfin, je suis poursuivi pour discrimination. Donc à un moment donné, j'étais sûr d'être incarcéré en Suisse, et donc j'ai été obligé de quitter le pays incidemment, avec une petite valise, en abandonnant tout derrière moi. Comme d'ailleurs à chaque époque, comment dirais-je, les dissidents authentiques qui s'attaquent à un pouvoir qu'ils estiment totalement inique, eh ben, sont châtiés de cette façon-là par. Moi, j'ai eu droit d'abord à la diabolisation, à la loi,
à la loi du silence quant à mes promotions, puisque je rappelle, je suis d'abord écrivain. Ensuite, à des agressions physiques répétées. Faut, comme le disait Neneuil, tu sais, maître Thierry Lévy, sans aucune retenue à Dieudonné, tu te rappelles, chez Tadei à l'époque. Il y a d'abord la loi, et puis après il y a les coups, il s'en vantait. Oui. Ouais, c'est de la menace directe. On est vraiment dans un système mafieux. Ces gens-là vous menacent devant témoins. C'est une démonstration de force dans un but de générer une certaine terreur, quoi, qui s'exerce totalement sur la France aujourd'hui, et malheureusement de plus en plus sur la Suisse, au moins sur la Suisse romande, Genève et Canton de Vaud, parce que il faut penser à la Suisse de façon fédérale, quoi, fédéraliste. Voilà, donc j'ai tout abandonné derrière moi. Je suis parti avec une petite valise à Moscou, où là les choses ne sont pas si simples non plus, puisque après je dois, comment dirais-je, gérer mon statut là-bas, tu vois. Oui. Quel statut? Touriste, réfugié politique. Il faut comment dirais-je, se coltiner l'administration, qui est quand même assez rigoureuse, Ouais. et lente. Donc, ça m'a obligé à quitter le pays pour renouveler mon visa. Donc, ça m'a pas mal fatigué, parce que je suis allé jusqu'à Bichkek, c'est-à-dire au fin fond de l'Asie centrale. Ah J'en ai ouais. profité pour visiter un ami, puisqu'il se trouve que la chance que j'ai, c'est que j'ai des amis partout. Oui. J'ai des ennemis très puissants, qui sont d'ailleurs très peu nombreux, mais très puissants, et qui ont les pleins pouvoirs sur l'Occident dégénéré. D'ailleurs, sa dégénérescence est sans doute en partie liée à ce pouvoir. Et donc, je me suis retrouvé à un moment donné en Asie centrale, à Bishkek, ce qui était un voyage très intéressant, mais fatigant, parce qu'à chaque fois, c'est des valises à refaire, des aéroports, des décalages horaires. Et puis, je suis donc revenu momentanément à Moscou, où j'ai changé 3 fois de chambre d'hôtel dans le même hôtel, ce qui est aussi assez pénible, parce qu'à chaque fois, il faut remballer toutes ses affaires. Oui, c'est compliqué, parce que vous partez, vous laissez votre chambre, vous revenez, vous en prenez une autre. À chaque fois, il faut la vider entièrement. Donc tout ça, c'est de la vie quotidienne qui, sans doute, auquel on pense pas immédiatement, mais c'est abandonner toutes ses affaires, faire des valises. Je dirais que je suis un peu comme Tata Rachel en 33, quoi. C'est chacun son tour, la roue tourne. Voilà, le persécuté réfugié, c'est moi, quoi. C'est pas, Ouais. c'est pas les autres là qui tiennent le couteau par le manche et qui en usent avec une brutalité qu'on a pu vérifier depuis le 7 octobre, je crois, à Gaza, et d'ailleurs depuis plus récemment au Liban, au Liban Oui. Sud. Au moins la période qui est une période très dure pour moi correspond aussi à une période de ce qu'on appelle l'apocalypse, ce qui veut bien dire d'ailleurs dévoilement. C'est une période de dévoilement et de révélation. C'est d'ailleurs le sujet de mon prochain livre, si tant est que j'arrive à l'écrire, parce que pour ça, il faudrait que je puisse me poser, Oui. qui effectivement réfléchit à cette séquence historique qui vient encore de se modifier. Et le sous-titre du livre provisoire, c'est, pour qu'on comprenne bien, c'est de la Torah à la Shoah et retour. C'est-à-dire que nous avons eu une séquence historique qui était de passer de la Torah à la Shoah, c'est-à-dire d'un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur qui se présentait dans le monde occidental essentiellement comme victime et souffrant et fragile. Et aujourd'hui, à la faveur comment dirais-je, de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, on comprend qu'à nouveau, ils sont sortis de la séquence Shoah, même s'ils s'en servent à la marche, pour repasser dans la séquence Torah, c'est-à-dire nous sommes le peuple élu, Dieu nous a donné non seulement la Palestine, mais notre vocation est d'accomplir le grand Israël, et je rappelle d'ailleurs que la terre promise, si on lit bien la Torah, c'est toute la terre, donc ils sont dans un dévoilement, où ils se montrent non plus comme victimes et souffrants, mais comme étant, comment dirais-je, mandatés par Dieu pour prendre le pouvoir, non seulement sur la Palestine et sur ce qu'ils appellent le Grand Israël, c'est-à-dire tous les pays avoisinants qu'ils ont d'ailleurs détruits scientifiquement depuis des décennies, dans le but de les dominer. Occuper, ça va être compliqué pour des raisons démographiques, mais en tout cas dominer, je rappelle, la longue liste de pays qu'ils ont détruits. En ce moment, ils sont en train de finir de détruire le Liban, mais ils ont fait détruire l'Irak, ils ont fait détruire la Syrie, ils ont fait détruire la Libye, c'est-à-dire en générant à chaque fois d'immenses souffrances. Ils ont pratiquement rasé Gaza en tuant majoritairement des femmes et des enfants.
Donc l'intérêt de cette séquence historique, si je veux ne pas parler que de mes petits problèmes de valises et de chambre d'hôtel, c'est que le monde entier commence à comprendre que, je dirais d'une certaine manière, Sora a la raison, c'est-à-dire que nous sommes face non pas à une minorité fragile, souffrante et à protéger, mais à une minorité qu'on appelle la communauté organisée, active, qui est mue par une volonté de domination, dont les fondements sont à la fois raciaux et théologiques, et qui, on le voit en ce moment avec la guerre d'Iran, là aussi, je rappellerai que pour avoir donné sur le site dont je suis le directeur de la publication, qui s'appelle Égalité et Réconciliation, donné depuis quelque temps, par le biais d'une émission qui s'appelait L'Axe de la Résistance, donner la parole à des gens qui eux-mêmes expriment le point de vue iranien sur les tensions et les conflits proche-orientaux. Pour ça, je suis aussi poursuivi et condamné, parce que j'en ai tellement que j'en oublie. Je viens d'être condamné en première instance à 2 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans un but de soutien au terrorisme. Hein, et que je suis par ailleurs aussi poursuivi pour apologie de terrorisme pour mon soutien à la cause palestinienne. Enfin, on voit bien le contexte aujourd'hui. C'est pas la peine d'aborder la tentative dite de loi Yadan, qui va redevenir une loi Aurore Berger bientôt, pour criminaliser absolument ceux qui dénoncent les criminels. Hein. C'est-à-dire que ce soit l'affaire Epstein ou l'affaire israélo-palestinienne, c'est d'ailleurs la même affaire. Il y a un travail de criminalisation de ceux qui dénoncent les criminels. Hein. Epstein était un criminel, comme l'État sioniste est un État criminel. Hein, voilà. Et ça, malheureusement, est validé par tout l'Occident collectif, et depuis quelque temps, y compris par une certaine Suisse, qui jusqu'en 2021, pour ce qui est de mon cas, ne se soumettait pas. Et là, maintenant, c'est fait. Donc, ça a légitimé effectivement que je parte en Russie, parce que la Russie, qui est un immense pays qui n'a pas que des qualités, a au moins cette qualité-là, c'est que là-bas, vous n'êtes pas poursuivi et mis en prison si vous donnez le point de vue iranien sur la guerre, qui fait rage actuellement, ou si vous faites et cause pour des raisons, je rappelle, essentiellement morales, pour les Palestiniens face à leurs persécuteurs suprémacistes théologico-raciaux juifs, puisque je rappelle que Israël est l'État juif. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, quoi. Donc voilà, ça c'est le contexte. Et là, donc, récemment, je suis descendu au sud, puisque comme vous le savez, la Russie est un immense empire, pour me rapprocher de la mer et du soleil, parce que hier encore, il neigeait à Moscou et il faisait une température négative. C'est un pays qui est rude, avec d'ailleurs une population qui l'est aussi. Hein. C'est un sujet d'ailleurs intéressant de comprendre quelles sont les qualités russes et de l'intérêt de me rapprocher de ce pays. C'est aussi de ne plus seulement, d'une certaine manière, l'idéaliser et en faire mon champion dans une lutte contre-impériale, puisque ça serait un peu ça l'idée, face à ce que représente aujourd'hui, et j'en suis le plus profondément désolé, l'Amérique de Trump. Hein. Là, c'est aussi un sujet à la fois troublant et douloureux. On avait espéré que Trump nous permette de sortir de cette unipolarité, de sortir de cette piraterie américano-sioniste qui s'exerce sur le monde depuis en fait l'immédiate après-guerre, hein, que ce soit qu'on prenne 1945, la victoire américaine sur le nazisme, ou 1948, la création de l'État d'Israël. On voit bien en fait que nous sommes sous la domination d'un empire pirate qu'on peut appeler judéo-protestant, anglo-américano-israélien, thalassocratique, ça dépend sur quelle vision on s'appuie, mais bon, toutes ces visions sont cohérentes, complémentaires. Hein. Et nous espérions sortir de cette période avec Trump, qui nous l'avait promis, hein, qui s'y était engagé lors de sa campagne. Et en fait, on voit qu'on assiste plutôt à un bouquet final, c'est-à-dire à une radicalisation de la piraterie. Ce qui fait dire à Emmanuel Todd que c'est un peu, comme souvent le bouquet final, c'est en fait la preuve d'un empire qui n'a plus les moyens d'exister autrement que par le mensonge, la brutalité,
la piraterie, quoi, et que c'est à la fois déprimant par rapport à ce qu'on espérait de Trump, mais que ça peut être aussi la marque d'un empire qui est en train de, tu sais, comme l'épopée napoléonienne ou l'épopée hitlérienne, qui est en fait la preuve de la fin d'un cycle, plutôt que d'une montée en puissance ou d'une victoire sur ses opposants. C'est ça. Alors, en parlant de Trump, il y a une actualité qui fait parler d'elle. Il a été récemment évacué, je cite, du dîner des correspondants de la Maison-Blanche après que des fortes détonations ont été entendues. Donc, il y a eu un tireur qui s'appelle Cole Allen qui a essayé de pénétrer donc, le dîner des correspondants auquel Trump n'avait jamais été auparavant. C'est la première fois qu'il y va en compagnie de J.D. Vance. Et là, quelqu'un tente encore une fois de l'assassiner, ce qui rate. On n'est pas loin de la 5e, je pense, tentative d'assassinat. Qu'est-ce que ça traduit pour toi, Alain, si tu as pu regarder cette news? Alors, ça a traduit deux choses. D'abord, il y a une tradition américaine qui est là sans doute pour compenser le premier amendement, c'est-à-dire qu'on tire sur les présidents. Parfois on les tue, parfois on les blesse. Il y a une vieille tradition de régler les différends à coups de flingue. C'est d'ailleurs le fond même du western et le charme du western, c'est que Ouais. on règle les différends à coups de flingue. Alors après, la deuxième question, c'est est-ce que c'est... On peut pas contester que les deux frères Kennedy aient été assassinés, hein, à coups de flingue, les deux, je le rappelle. Est-ce que Trump a failli être assassiné parce qu'il représentait une opposition à ce qu'on appelle l'État profond ou le pouvoir profond, ou est-ce qu'en fait tout ça est ce qu'on appelle une psyop, et qu'en fait on nous a roulé dans la farine en construisant un personnage d'opposant Trump, et avec des faux attentats. Et là, c'est la question du premier qui lui avait frôlé l'oreille. Moi, j'ai pas de réponse, hein, mais c'est que celui-là paraît un peu plus bouffonnesque. Et est-ce que par rapport à un président qui se retrouve en difficulté à cause de l'affaire iranienne, puisque en fait, il n'a pas du tout la majorité derrière lui, ni de son parti, ni du Congrès, ni du peuple américain dans cette opération qui traîne et qui traîne en la défaveur de Trump et de l'Amérique. Est-ce que cet attentat n'est pas là pour essayer de redorer un peu son blason en faisant une victime, toujours pareil, de déguiser un oppresseur en victime? On peut se poser la question sur cet attentat et du coup, rétroactivement, sur celui d'avant, qui lui avait donné une espèce de dimension christique. Oui. Et là, je rappelle pour ceux qui disent qu'on a été naïf ou qu'on s'est trompé, la naïveté est consubstantielle à l'espoir et à la politique, hein. Quand à un moment donné, face aux mensonges de la bourgeoisie, qui était une réalité absolue à partir de 1830, si on se réfère aux promesses de la Révolution française, de devenir socialiste puis communiste n'était pas du tout immoral, c'était quelque chose qui était la conséquence d'un mensonge et qui correspondait à un espoir, alors que cet espoir, in fine, est donné par exemple au stalinisme. C'est voilà, c'est quelque part une fatalité de l'histoire. Mais pour ceux qui nous reprochent aujourd'hui d'avoir cru en Trump, vu ce qu'il y avait en face, hein, quand je rappelle Biden, de père en fils, d'une corruption incroyable mouillée dans l'opération ukrainienne, on était en droit d'espérer, puisque la politique, c'est quand même l'espoir, d'une certaine manière, hein, c'est essayer d'aller vers le moins pire. Il était normal, compte tenu de ce que Trump nous avait présenté, compte tenu de ce que Trump avait subi lors de sa réélection volée. Donc on se disait, pour qu'on lui vole sa réélection, c'est sans doute qu'il est un opposant et qu'il a quelque chose à opposer. Donc c'était crédible. Ensuite, quand on voit l'équipe qu'il avait constituée lors de sa troisième campagne, hein, avec un Kennedy dedans, l'attaque frontale contre le LGBT. Je rappelle à l'époque des Candace Owen, des Nick Fuentes, des personnages Tucker comme ça, Carlson. de Carlson qui marchaient avec lui. On était en droit de croire qu'il y avait réellement une opposition qui se mettait en place face au pouvoir profond ou à l'État profond. Et face à Madame Harris, là, il était un peu normal, si on croit encore à la possibilité de changer les choses par les élections, bon, il faut bien tenter, il était normal d'appeler à voter pour lui et d'espérer qu'il soit élu et d'être même content qu'il soit réélu. Hein, quand on voit la gueule que faisaient les commentateurs officiels, et quand on voit de quoi était fait, je rappelle, le Parti démocrate, qui est essentiellement un parti pro-LGBT, avec la puissance Soros derrière, et toute la cancel culture, il était un peu normal d'espérer, et il était un peu normal d'y croire. Alors c'est facile après de jouer les sceptiques systématiques qui ne croient jamais en rien. Ça c'est une tradition qui renvoie tu sais, au déçu de la politique, tu vois.
au fatalisme des déçus de la politique, mais c'est aussi un positionnement un peu facile de dire rien ne changera jamais. C'est assez facile. Donc, on peut reconnaître aujourd'hui qu'on s'est fait un peu rouler dans la farine. Alors, soit Trump était déjà le Trump d'aujourd'hui dès le début, et c'est un grand acteur et un escroc de très haut vol, soit il a été retourné, l'état profond était plus profond et plus puissant que ce qu'il pensait, et il a été retourné par la menace, on voit bien qu'il y a plusieurs dimensions possibles. La menace, on sait comment fonctionnent les États-Unis, hein, on tue les gens. Et puis aussi la corruption, c'est-à-dire que là, en ce moment, Trump se remplit les poches, lui avec son cercle proche, notamment ses fils, et on voit que souvent ses allocutions par rapport à la guerre d'Iran correspondent presque systématiquement à des opérations de délit d'initié, tu sais, pour faire fluctuer la bourse dans un but de... Et on voit qu'à chaque fois, effectivement, il y a des mouvements de capitaux, et que là, donc on est là face à un gouvernement voyou, d'un nouveau style, c'est-à-dire un gouvernement voyou qui ne se cache pas d'être un gouvernement voyou. C'est un peu ça ce qu'on a gagné avec Trump, c'est qu'il ne respecte absolument plus le droit international. Il prétend proposer un plan de paix, il soumet un plan de paix à ses adversaires. Ses adversaires se réunissent dans un lieu pour en parler, et il fait bombarder, lui ou les Israéliens, il fait bombarder le lieu pour tuer tout le monde. C'est-à-dire qu'on est face maintenant à un empire qui pratique le crime de guerre, et même le crime contre l'humanité, parce que crime contre l'humanité c'est Gaza, crime de guerre c'est Trump et sa politique face à l'Iran, de façon totalement éhontée, sans avoir plus besoin d'habiller ça d'instances internationales héritées de la Deuxième Guerre mondiale, ONU, etc. etc. De ce point de vue-là, on gagne du temps d'une certaine manière. Et c'est il faut toujours voir un côté positif, c'est que l'empire américain, qui est d'ailleurs, si on veut être précis, est un hégémon, puisqu'il y a une dimension dans la notion d'empire, il y a une dimension gagnant-gagnant qui a totalement disparu avec les États-Unis, ce qui est aussi la preuve d'un empire en déclin. Un empire, dans sa plénitude, est un empire gagnant-gagnant, que ce soit l'empire américain dans l'immédiate après-guerre avec le plan Marshall, que ce soit l'empire musulman du temps de sa splendeur. En général, les gens y adhèrent, ou l'Empire romain, bien évidemment, les gens y adhèrent parce qu'ils ont intérêt à rejoindre l'équipe, tu sais, en termes de marché, en termes de sécurité. C'est une évidence. Dès lors qu'il n'y a plus que des désavantages et que c'est plus que de la prédation, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment d'ailleurs par rapport dans la relation Amérique-Europe, c'est-à-dire qu'on est là pour encaisser le coût de la crise à leur place par rapport face aux Chinois. On voit bien que là, on est face à un hégémon prédateur qui n'a plus que des défauts, ce qui est aussi le signe que quand on n'a plus que des défauts et qu'on est purement prédateur, on ne peut se maintenir que par la violence. Ça s'appelle la supériorité encore de l'armée américaine sur ses rivaux, on va dire. Personne n'a vraiment envie de s'y frotter, à part les Iraniens qui ont dans leur héroïsme incroyable. Et là, on n'a pas encore l'épilogue. Donc, on sait au moins que maintenant, on a compris ce que c'était que l'Amérique, on a compris ce que c'était que l'Amérique de Trump. Et au moins, on est dans cette période, je rappelle, qui est le sens profond d'apocalypse, c'est-à-dire de dévoilement et de révélation. Donc, comme il faut rester optimiste et voir les côtés positifs, et ben moi, je suis aujourd'hui libre, c'est-à-dire que j'échappe à la prison et en France et en Suisse pour l'instant, même si ça me coûte de la fatigue, de l'angoisse, de la perte de tout ce que j'avais accumulé par mon travail depuis des décennies. J'ai abandonné tous mes costumes, toutes mes chaussures, mes téléviseurs, ma collection, ma bibliothèque, mes DVD, ma musique, mes fringues. Enfin, je suis parti avec 2 valises, pour être honnête. J'aurais réussi à m'en faire rapporter une deuxième par des amis, parce que je dis, la chance que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'amis partout, pour le travail que je fais, qui respectent ce que je fais, et donc régulièrement, j'ai quelqu'un qui se propose de m'aider dans mon malheur, et ça, c'est... Récemment, j'ai un ami légionnaire que je salue, salut Jonas, qui m'a ramené de chez moi, j'ai plus de chez moi, qui m'a ramené de Suisse une deuxième valise où il y avait quelques affaires, parce que je rappelle que quand j'ai quitté la Suisse pour la Russie, il faisait -5, et que là, le printemps approche, et qu'à un moment donné, il faut renouveler un peu la garde-robe, tu vois. Donc j'ai eu droit à une deuxième valise avec des vêtements un peu plus légers. Tu vois, mon quotidien, c'est quand même essayer de récupérer une valise, compter les paires de chaussettes. Tu vois, J'espère que tu as quand même eu le t-shirt Goy. Je suis pas sûr que non, je crois pas que je l'ai avec moi. Non, je l'ai pas. Mince, parce qu'il est en ce moment sur Contre-Culture, vous avez fait Oui, le oui. restock. Alors, très bien cette petite publicité. On l'a remis en vente parce qu'avant il était épuisé.
Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde comprend pourquoi, quand j'allais au tribunal à l'époque à Paris, rappelle-toi, je me Ouais, présentais à la 17e, ce qui demande quand même une certaine paire de couilles, hein, je le rappelle pour oui, les gens qui prétendent me critiquer. Moi, je me présentais il y a déjà des années à la 17e avec, en arborant le t-shirt Goy que les partis civils se mettent à hurler en exigeant que je l'enlève. Donc, il n'était pas question que je l'enlève puisque j'avais rien dessous. J'allais pas me retrouver torse nu face au tribunal, ce qui est strictement interdit. Et puis je disais, c'est ce que je suis pour vous, je suis un goy. Alors il y avait la procureure complice, à peu près du même niveau de saloperie que le procureur qui me poursuit aujourd'hui en Suisse. Il disait, oui, goy, ça veut dire les nations pour les juifs. Et oui, ça veut dire les nations à soumettre ou à détruire. Hein, c'est pas juste les nations. Hein, voilà. Hein. Donc, donc effectivement, n'hésitez pas à arborer ce t-shirt goy. oui, Comprenez bien que nous sommes tous face à ce peuple élu d'élite sûr de lui-même et dominateur, nous sommes tous des goïms, puisque c'est comme ça, c'est-à-dire des êtres inférieurs, hein, comprenez bien, dont le destin est d'être les esclaves du peuple élu. Hein. Il y a même des types qui te disent le nombre d'esclaves auxquels ils ont droit, et eux, ils oui, travaillent à, comment dirais-je, à l'accomplissement terminal de ce que Dieu leur a promis. S'ils obéissaient bien à la loi, bon, parfois Dieu estime qu'ils obéissent pas bien à la loi, donc il y a des, c'est pas si simple. Mais voilà, notre vocation, nous de Goïm, est d'être les esclaves du peuple élu, le jour effectivement où le Machia revenant, c'est-à-dire le Messie qu'ils attendent, qui n'est pas le nôtre il est déjà venu il y a 2000 ans, le jour où effectivement toute la promesse divine sera accomplie, où ils régneront totalement sur le monde, et où nous serons leurs esclaves, soumis et obéissants. Tout ça est écrit noir sur blanc, je le rappelle, dans la Torah, et c'est même bien complété au cas où viendrait à l'idée de certains chrétiens de faire de l'Ancien Testament une lecture chrétienne, hein, puisque c'est le principe même du christianisme, c'est de dire qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, l'annonce par les prophètes d'autre chose que le contenu strictement juif au sens sioniste actuel du terme, l'annonce de la venue de Jésus, et c'est pourquoi il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire ceux qui voient dans l'Ancien Testament la promesse du nouveau, ça s'appelle les chrétiens, et ceux qui répondent à cette interprétation par quelque chose d'assez radical qui s'appelle le Talmud, qui est la manière dont les juifs doivent lire la Torah, et qui est la manière absolument contraire à la lecture chrétienne. C'est-à-dire qu'on peut estimer que le Talmud est une réponse radicale à la proposition chrétienne de la lecture de l'Ancien Testament, qui serait de dire que l'Ancien Testament serait une période, on va dire, transitoire, qui s'appelle l'Ancienne Alliance, mais qui amènerait vers la Nouvelle Alliance, qui est une conception universelle et non raciale d'un judaïsme réformé qui s'appelle le christianisme. C'est-à-dire, nous sommes tous les enfants du Seigneur, c'était ce qu'on appelait la fin de la nécessité de la circoncision, c'est-à-dire que nous sommes tous des élus, et donc il n'y a plus d'élus où nous sommes tous des élus, et mon royaume n'est pas de ce monde, comprendre que cette religion est une spiritualité, hein, c'est-à-dire qu'il est question en fait d'âme et de spiritualité, alors que dans le judaïsme, je rappelle traditionnel, tout se passe sur terre, et l'obéissance à la loi, car l'obéissance à Dieu, Dieu d'ailleurs comme le dit bien Éric Zemmour, Dieu c'est la loi, hein, c'est rien d'autre. Si on observe rigoureusement cette loi qui consiste en des dizaines et des dizaines d'injonctions qui nous paraissent nous totalement stupides et sans sens, mais en fait, si il y a l'obéissance stricte, sans se poser aucune question à cette loi, la rétribution, c'est le pouvoir sur terre et des années de vie supplémentaires. Hein. Le ciel est quelque chose qui n'existe pas dans le judaïsme primitif et traditionnel. Et quand ils en parlent aujourd'hui, c'est, je dirais, pour s'aligner sur nous, entre guillemets, nous les chrétiens. Hein, voilà. oui. Donc on est bien, c'est ce qui explique d'ailleurs Netanyahou et Israël. Le judaïsme est une religion matérialiste qui promet en fait le pouvoir et la félicité sur terre, pas le salut de l'âme et Ah toutes oui, ces questions ne se règlent pas dans l'au-delà. C'est pour ça d'ailleurs que tu sais, c'est l'Éraïm, quoi. C'est pour ça qu'on voit quand même que le marqueur juif, c'est quand même est très soucieux de réussite terrestre, ce qui peut avoir des dimensions positives, notamment quand on voit ce que j'appelle la domination spirituelle, les grands chercheurs, etc., qui pensent que une vie réussie est une vie socialement réussie. Hein. Alors que chez nous, souvent,
on peut sacrifier, c'est très présent chez Léon Bloy et c'est très présent dans le christianisme, hein. On a l'idée presque de sacrifier le bonheur terrestre pour être sûr de sauver son âme, hein, ce qui nous donne une petite dimension parfois masochiste ou inefficace. D'ailleurs, on partage souvent d'ailleurs avec les musulmans. Toutes ces digressions, effectivement, pour nous dire que il faut profiter de cette période de radicalisation pour améliorer notre compréhension des choses, du rapport de force et des forces en présence. Voilà. Voilà, nous sommes souvent notre corps défendant des spiritualistes qui pensons même inconsciemment que la vie est une épreuve pour voir si on mérite ou pas le ciel et quelle place dans le ciel, alors que ceux effectivement qui ont cette efficacité que souvent on ne retrouve pas chez nous, leur efficacité vient du fait que pour eux tout se joue ici. Voilà. Ce qui permettrait de faire une digression sur le protestantisme qui se situe à mi-chemin entre cette conception juive de la loi, de la vie et du ciel, d'une certaine manière, et notre conception très chrétienne. Entre les deux, à mi-chemin, on peut estimer qu'il y a la vision protestante, qui d'ailleurs est assez éloignée de la vision française, puisque je le rappelle, les protestants n'ont jamais réussi à prendre la France, alors qu'ils ont pris une partie de l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, et tout ça aussi est à comprendre pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et si je reviens à Trump, de voir que Trump qui se présentait comme quelqu'un très entouré de catholiques, je rappelle que Vance est catholique, je crois que sa femme actuelle est catholique, et on voyait souvent la Vierge Marie, il y avait vraiment des signes. La Vierge Marie est vraiment le signe d'un retour au catholicisme chez les protestants. Il n'y a pas de Vierge dans le protestantisme. On était en droit de croire qu'il y avait une ambiance catholique chez Trump. D'autant plus d'ailleurs que je rappelle que le dernier pape catholique est américain, mais Trump l'a récemment insulté, je fais remarquer. Et là, on a un revirement, ce qu'on appelle judéo-chrétien, radical de Trump. On le voit par son entourage, ses nouveaux conseillers, ses nouvelles favorites. Et on assiste à des espèces de trucs bizarres à la Maison Blanche, qui sont typiquement des trucs qu'on appelle évangélistes, hein, c'est-à-dire d'hystérie judéo-protestante, très éloignée en fait, de ce que nous, on connaît du christianisme. C'est très américain, tout ça. Et voilà, et donc Trump est redevenu un judéo-chrétien de combat, alors qu'on pouvait penser à un moment donné que c'était presque un converti discret au catholicisme. Tout ça est... Tout ça, c'est ce qu'on peut comprendre de la période actuelle. Et bon, et moi, dans tout ça, ben, je me retrouve dans un pays qui est un pays d'orthodoxie, qui est sans doute peut-être à cause de Vatican II, même si le pape aujourd'hui a l'air de sauver un peu l'honneur, ce que j'ai vu récemment est plutôt encourageant. On peut se dire que depuis Vatican II, et compte tenu de ce qu'est le protestantisme, la religion qui était la moins éloignée des évangiles pouvait peut-être être l'orthodoxie, ce qu'on appelle la troisième Rome. C'est ce que je pensais, et je suis pas le seul, puisque c'est aussi la raison pour laquelle des catholiques fervents comme Xavier Moreau ou d'autres sont partis en Russie pour échapper à l'église sauce Vatican II. Mais cette approche m'a valu, comme on le sait, l'hostilité d'un Pierre Hillard qui ne veut pas lâcher l'idée que Jésus a choisi la France pour sauver le monde, hein. Mais c'est un autre sujet. Et quant à l'histoire des Loubavitch, j'ai jamais contesté qu'il y avait un très fort pouvoir Loubavitch, mais simplement, je prétendais que Poutine essayait de leur tenir tête ou de les contrôler, ce qui est sans doute vrai, mais ça ne veut pas dire s'en débarrasser. Et puis par ailleurs, moi ce que j'ai toujours contesté, c'est quand on prétendait que moi-même j'étais payé par les Loubavitch. Là, c'est d'un tel niveau d'obscénité que ça a valu à l'abruti qui s'est mis à dire ça, sans doute pour essayer de gagner quelque part de marché. Enfin, il y avait une dimension sordide derrière, et effectivement, lui s'est retrouvé au tribunal, hein. Voilà, parce qu'il faut quand même pas exagérer. De finir par raconter que moi, je suis payé par les Loubavitch, c'est-à-dire, en fait, je suis payé par la communauté juive, c'est quand même un peu fort de café quand on voit ce que je prends dans la gueule, je rappelle, depuis 20 ans, hein, depuis 2002. Depuis plus de 20 ans. Là, il y avait une dimension d'obscénité que j'ai pas trop appréciée. Mais bon, c'est comme ça. Bah écoute, après ce long préambule, je te rends la parole.
Merci, merci. Eh ben écoute, justement, tu as parlé du judéo-christianisme. J'aurais voulu qu'on enchaîne avec ce sujet. Je ne sais pas si tu as vu la photo récente d'un soldat israélien qui a défiguré une figure du Christ au Liban, justement, au sud Liban. Ça a fait le tour du monde. Israël a bien confirmé que c'était un soldat israélien. Une enquête a été ouverte. Et justement, là, j'ai envie de dire, Zemmour qui nous dit judéo-chrétien, judéo-chrétien, il faudrait qu'il nous donne des explications. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, mais tout le monde sait que le judaïsme est une religion. Les gens ne comprennent pas parce que, en fait, le judaïsme existe avant le christianisme. Mais aujourd'hui, le judaïsme qui s'exerce, c'est ce que j'appelle moi, sans rentrer dans les finesses théologiques d'un Youssef Indy, tu vois, moi je suis un peu un généraliste, on peut appeler ça, c'est le judaïsme talmudo-sioniste, c'est-à-dire qu'il est judaïsme au sens de la Torah, mais il faut rajouter le Talmud, qui est la façon juive d'interpréter la Torah, pour surtout pas qu'on l'interprète comme l'interprètent les chrétiens par les évangiles. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, et aujourd'hui, on rajoute en plus le sionisme, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, la majorité des rabbins sont sionistes, alors qu'au départ, le sionisme est une hérésie, puisque les juifs n'auront le droit de revenir en Terre Sainte que le jour où le Messie sera revenu, et que pour l'instant, ils ont été dispersés, et leur dispersion, qu'on appelle la diaspora, est un châtiment divin pour avoir manqué à la loi. Hein. C'est-à-dire que normalement, l'orthodoxie veut que le sionisme soit une hérésie. Mais comme les religions sont terrestres et humaines, en réalité, les Rothschild ont réussi à tordre le bras aux, aux talmudistes traditionnalistes. Et aujourd'hui, nous sommes face à un judaïsme qui est un judaïsme talmudo-sioniste. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et en fait, ce qui veut dire que le judéo-christianisme n'existe pas. Hein. Le christianisme est une tentative de faire évoluer le judaïsme, qui est une religion tribale et guerrière, avec un dieu méchant et sadique. Il suffit de lire la Torah pour le comprendre. Le christianisme propose d'élever cette religion à une religion universelle, dont universel d'amour, hein, universel d'amour, voilà. Et ça, les Juifs l'ont refusé totalement. Ça s'appelle la crucifixion du Christ. Hein. Ils l'ont refusé, et comme souvent d'ailleurs en utilisant un tiers, c'est-à-dire en faisant faire le travail par Pilate, c'est-à-dire par les Romains. De toute façon, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'exercer la violence directement, puisqu'ils étaient sous occupation romaine, mais enfin, ils se sont débrouillés pour le faire tuer par le pouvoir romain qui s'en est lavé les mains, d'ailleurs. Et donc, c'est bien simple, c'est que il y a une proposition chrétienne d'élever le judaïsme à quelque chose d'universel, et cette proposition a été refusée par les juifs. Ce qui est simple, c'est dire que le Messie chrétien n'est pas le Messie, nous l'attendons toujours. Ils l'attendent d'ailleurs, ils pensent qu'il va arriver bientôt parfois, ce qui n'est pas gagné. Et donc, le judéo-christianisme n'existait pas. C'est un oxymore. Hein, c'est un oxymore. Alors évidemment, le judéo-christianisme, ça peut exister chez les protestants, c'est-à-dire une espèce de retour à l'Ancien Testament en partant du Nouveau, qui est un effacement un peu du Christ à la faveur de l'Ancien Testament. Et donc le judéo-christianisme, si ça existe, ça s'appelle le protestantisme d'une certaine manière, et aux États-Unis, ça s'appelle l'évangélisme, et on voit d'ailleurs que c'est du sionisme, hein, c'est du sionisme. Et donc quand d'ailleurs, comment il s'appelle, Zemmour et sa compagne, que j'ai bien connue, Sarah Avec Knafo, l'info. ont essayé de parler d'alliance judéo-chrétienne en disant alliance des droits tardés et des sionistes, ils ont rapidement changé leur discours, finalement en disant qu'ils étaient là pour essayer de sauver le catholicisme. Tu vois, ils ont reparlé du catholicisme parce qu'il se trouve que la France est un pays qui a toujours refusé la conquête protestante. Ça lui a d'ailleurs coûté très cher. Hein. Ça s'appelle la révocation de l'édit de Nantes. Ça s'appelle le lent déclassement de la France à partir de Louis XV par rapport à l'Angleterre. L'Angleterre protestante, hein, anglicane. Et donc, il est clair que le judéo-christianisme n'existe pas, et surtout pas en France. Hein, c'est un oxymore. Et même Zemmour y a renoncé. Mais ça se comprend uniquement dans une relation triangulaire entre islam, judaïsme et catholicisme pour la France. Et en fait, c'est le message pour nous dire en gros que face à la montée de l'hostilité et d'une certaine invasion qu'on appellerait musulmane. Alors là, il faut se référer à Renaud Camus, qu'il appelle le grand remplacement.
et ce qui est identifié pour les Français en fait aux racailles, hein, c'est ce que j'appelle moi la racaille ethnique. D'un seul coup, les Juifs qui ont organisé cette racaille ethnique de A à Z par SOS Racisme, je le rappelle, en pourchassant et en punissant Le Pen, qui disait le danger que ça représentait et qui représentait effectivement la France de souche patriote qui n'avait pas été consultée pour organiser ce grand remplacement ou ce grand métissage. Je rappelle aujourd'hui que ceux-là même qui ont organisé ce grand métissage et ce grand remplacement nous proposent aujourd'hui de nous en protéger par une alliance inversée, hein, et qui s'appelle le passage de Julien Drey d'hier au Julien Drey d'aujourd'hui. Leur Julien Drey d'aujourd'hui tient un discours strictement lepéniste, en oubliant de dire que Le Pen le disait lui quand c'était préventif, et que Julien Drey a passé son temps à s'acharner contre lui avec sa petite équipe, hein, et surtout pour pousser encore l'obscénité plus loin. Non seulement Julien Drey fait du Le Pen, mais il prétend que Mélenchon, qui continue à faire du Julien Drey de l'époque mitterrandienne, que lui, ce serait le nouveau Le Pen. C'est-à-dire que ces gens de la communauté organisée se permettent de décoller des étiquettes et de les inverser en toute impunité, en devenant eux-mêmes des lepénistes qui stigmatisent de lepénistes un type comme Mélenchon, qui est dans la stricte continuité de l'antiracisme mitterrandien, et qui donne d'ailleurs l'islamo-gauchisme. C'est islamo-gauchisme LGBT, enfin une espèce d'attelage un peu incohérent et qui peut pas donner grand-chose en termes de politique sérieuse, puisque on y additionne les femmes voilées et les cheveux bleus, hein, voilà. Donc on sait que ça peut pas donner grand-chose malheureusement, mais bon. Et donc voilà, c'est ça faire de la politique, et faire du journalisme politique, c'est-à-dire expliquer ces formes qui se transforment par la volonté d'une puissance qui a, elle et elle seule, la capacité de transformer un fasciste en antifasciste, selon ses besoins bien compris, et ces besoins bien compris sont toujours dictés par Jérusalem. Hein. C'est assez... c'est assez incritiquable en réalité. Alors après, d'ailleurs, c'est les gens qui nous combattent, c'est pas de dire vous dites n'importe quoi, c'est dire oui, aujourd'hui, le danger, on va dire, islamiste est plus dangereux que la domination, et qu'il vaut mieux choisir la domination que le danger islamique, parce que c'est moins néfaste à la France en termes de délinquance, sans jamais être capable de trianguler la chose en disant oui, mais les racailles du bas ont été fabriquées et sont toujours instrumentalisées par les racailles du haut. Et le pouvoir qui est premier, c'est le pouvoir des racailles du haut. Hein. C'est pas les racailles du bas qui font les racailles du haut, c'est les racailles du haut qui font les racailles du bas. Hein. Et là, d'un seul coup, le droit tardé se retrouve face à ces contradictions. Mais il faut bien comprendre que le droit tardé est un post-adolescent qui a une très courte vue, comme font les adolescents. Et lui, ce qu'il voit, c'est le droit que lui donnent Bolloré et Drahi, par voie de médias, hein, d'ailleurs, parce que par voie de police et par voie de justice, absolument pas. Hein. De ce point de vue-là, ça n'a pas changé, ne rêvez pas. Mais c'est le droit de enfin répondre, après 40 ans d'injures, à deux injures qui étaient racistes et fascistes, traités de racistes par les racailles et traités de fascistes par les gauchistes. Aujourd'hui, le droit tardé, à condition de se pâmer sur Israël, qui serait le modèle pour la France, un modèle qui est vachement rassurant, puisque c'est un pays qui est en état de guerre civile permanent, hein. Eh ben, on a le droit, si effectivement on est droit tardé sioniste, de pouvoir répondre médiatiquement et verbalement, surtout pas physiquement, il y en a qui l'ont vérifié à leurs dépens, eh ben, aux injures des gauchistes et des racailles. Et je rappelle, ces injures pour le gauchiste, c'est fasciste, et pour la racaille, c'est raciste. Voilà. Voilà à peu près tout le gain que nous promet, non pas Salman Rushdie, mais j'ai oublié son prénom, Rushdie. Julien Rochdi, oui. Julien Rushdie, pas Salman Rushdie. Julien Rushdie, si jamais, effectivement, on se soumet, où on rallie l'étendard de William Goldnadel. Oui, voilà, ça permet de Alors, petite invite. ça me fait penser au cas Erga, elle avait rejoint, c'est une militante de droite qui a rejoint Frontière, et lors d'une interview, elle a dit que son humoriste préféré, c'était Dieudonné, et Frontière l'a dégagé. Donc ça prouve bien ce que tu dis, qu'à partir du moment où on valide ne serait-ce qu'un petit peu le modèle, l'empathie palestinienne, c'est fini. Oui, oui, bah de toute façon, c'est comme Némésis, quoi. On voit bien qu'à un moment Oui, donné, on parle de féministes de droite. Alors ça peut être intéressant parce que les féministes nous cassent quand même sérieusement les couilles. Je rappelle ce que ça donne aux États-Unis, et ce qui arrive chez nous, intersectionnalité, cancel oui, culture et puis LGBTisme. Donc on se dit oui, bon, féministe de droite, c'est intéressant. Puis à un moment donné, on se dit de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une féministe de droite? Bah, c'est une femme qui fait des enfants, donc ça s'appelle une mère de famille. Donc à la limite, c'est arrêtez de parler et puis faites des gosses et mariez-vous et redevenez des femmes.
Et puis d'un seul coup, on se rend compte que leur boulot, c'est de rallier Israël. Donc on voit pas très bien pourquoi le féminisme de droite devrait nous conduire à supporter Israël. Et là, on voit qu'en réalité, on est face à un petit groupe de droitardés femelles qui sont stipendiés, puisqu'effectivement, il y a ceux qui ont les moyens de distribuer les places et l'argent, hein, je rappelle. Hein, quand on creuse, il y a souvent des histoires d'argent, même si c'est du pas cher. Hein, les Juifs eux-mêmes s'amusent en disant, et c'est ce qu'il disait de Robinson, qui est un peu l'équivalent en Angleterre, Robinson, il est pas cher. C'est vrai qu'il est pas cher. Hein, et voilà, ce qui se passe en ce moment en France avec Nemesis, s'est passé en Angleterre avec Robinson un petit peu avant. Mais voilà, c'est par rapport à une certaine délinquance ethnique qui est reliée à l'islam d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un constat, même si on peut estimer que ces gens sont des très mauvais musulmans, mais ça c'est un autre sujet, et ben on a l'offre sioniste qui est de dire on peut vous protéger ou vous aider ou s'allier contre ces gens-là, mais pour ça il faut faire du modèle de la nation qui défend son identité face à une possible invasion ethnique ou religieuse, il faut faire d'Israël votre modèle. Et ça c'est effectivement la proposition qui est faite par les sionistes à la droite identitaire depuis le 7 octobre. Avant, c'était être traité en chien crevé. Regardez ce qu'a subi Le Pen pendant toute sa vie politique, hein, de 73 à sa mort. Et aujourd'hui, c'est bon, on vous traite un peu mieux. Vous avez droit à vous asseoir au bout de la table, d'être un peu invité sur I24 ou LCI ou enfin les chaînes Bolloré-Drahi. Bolloré s'étant du judéo-christianisme et Drahi du sionisme pur. Euh, voilà, si vous ralliez Israël comme modèle identitaire et national, on vous traitera un peu moins mal. Voilà. Ce qu'on appelle une sorte de rééquilibrage hein, pour ceux qui ont le pouvoir, avec toujours cette stratégie du diviser pour régner. Ils ont beaucoup utilisé le musulman contre le français de souche, mais à cause de la cause palestinienne, le musulman est devenu plus antisémite que le français de souche, qui a oublié Pétain depuis longtemps, et qui d'ailleurs était plutôt majoritairement gaulliste, mais enfin, ces gens ne sont pas à un mensonge près. Et aujourd'hui, se rendant compte que l'immigré réislamisé par leurs soins, hein, je le rappelle aussi, hein, et puis sur une ligne bien daéchienne, qu'ils ont fait venir pour affaiblir le français de souche et contrer Le Pen, et ben aujourd'hui ils en ont fait non plus leur allié mais leur ennemi. Et puis ils tendent la main à ceux qu'ils ont persécutés, insultés, humiliés depuis plus de 40 ans en disant finalement on peut peut-être travailler ensemble. Je pense que quand on a un minimum sens de l'honneur, on ne peut que refuser. Mais il y a des gens qui mettent la réussite sociale, la réussite mondaine ou l'espoir d'être plus rusé que le diable euh, avant simplement une scène morale qui consiste à ce que face au diable, on dit non, on refuse, on ne négocie rien avec le diable, comme dans l'exorcisme, tu sais, on ne parle pas avec lui. Hein, voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer à des gens qui se croient toujours plus malins. C'est simple, vous n'acceptez pas leur deal, tu sais. Voilà, y a pas, on ne deal pas avec eux, on ne fait pas d'affaires avec eux. C'est le meilleur moyen de ne pas être déçu et de ne pas sombrer dans l'antisémitisme, puisqu'effectivement, il semblerait que l'antisémitisme vienne souvent d'une certaine déception quant à une relation qui s'est mal passée, du fait même que celui avec qui tu crois pouvoir dialoguer d'égal à égal, lui te prend pour une sous-merde et a une religion qui lui donne le droit de te mentir, de ne pas respecter ta parole, même de ne pas respecter le contrat, tu vois. Donc, ce qui est quand même aussi très difficile de contracter avec des gens dont leur religion les autorise à ne pas respecter le contrat qu'ils ont passé avec toi. Ça veut dire que tu es un peu là pour te faire, tu vois, d'un point de vue, si on veut passer d'un langage fleuri à un langage plus populaire. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a sans doute des gens chez nous qui aiment se ou qui pensent qu'ils vont y échapper par je ne sais pas quel miracle, parce qu'eux-mêmes seraient plus malins que le diable. Je crois que personne n'est plus malin que le diable, et on ne dîne pas avec lui, même avec une très longue cuillère. Voilà. Très bien dit. Alors, on va passer à la guerre en Iran. Donc, fin février, le conflit entre l'Iran et l'axe, on va dire, américano-israélien a débuté. Ça a provoqué une fermeture du détroit d'Ormuz, une crise énergétique, une déstabilisation dans les pays du Golfe. Est-ce qu'on est à l'aube d'un changement majeur dans l'échiquier politique? Bah, la question se pose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cause d'Israël, je rappelle d'ailleurs que le premier choc pétrolier, hein, et puis le deuxième choc pétrolier était déjà très lié à Israël. Hein. Rappelez-vous la guerre du Kippour. À chaque fois, Israël nous fout tous dans la merde.
puisque là, en fait, on a un Israël dont le projet est le Grand Israël, qui a fait tomber un certain nombre de pays, en créant d'ailleurs des déstabilisations qui consistent toujours à détruire une nation arabe en poussant l'extrémisme musulman, hein, c'est-à-dire en mettant, en favorisant la prise du pouvoir par des égorgeurs barbus rétrogrades. C'est la stratégie sioniste systématique qui s'est appliquée en Irak, en Syrie, en Libye. Donc on est face à des gens qui, à cause de ce projet du Grand Israël, créent un chaos autour d'eux qui s'appelle le chaos proche-oriental. Et ce chaos, à un moment donné, s'aggrave quand, à la suite de ce calendrier, qui est un calendrier officiel, hein, qui s'appelle le calendrier de destruction qui permet de passer d'Israël au Grand Israël, il y a le gros morceau qui s'appelle l'Iran, qui fait que d'ailleurs ces Israéliens et ces sionistes nous décrivent l'Iran comme un pays qui mettrait en danger ce qu'on appelle l'Occident collectif, ce qui est absolument faux, alors qu'en fait c'est simplement un pays qui fait obstacle au Grand Israël. Et là, les Israéliens, pour se payer l'Iran, qui est quand même un gros morceau de 90 millions d'habitants, et qui, je rappelle, est la Perse millénaire, en plus d'être un régime musulman chiite depuis le XVIe siècle, donc on n'est pas dans du daéchisme, hein, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus pérenne qu'Israël, qui n'existe que depuis, je rappelle, 1948. Et ben, ces sionistes avec leur projet du Grand Israël, dont on a dit longtemps que c'était un fantasme de complotiste, hein. Aujourd'hui, c'est le projet officiel d'Israël et des gens qui sont au pouvoir là-bas. Sont en train de déclencher un chaos mondial, crise économique mondiale, risque de troisième guerre mondiale, simplement parce qu'ils ont poussé Trump, on ne sait pas trop comment ils ont réussi à le pousser, à attaquer l'Iran. Les Israéliens ont profité d'ailleurs pour continuer à dévaster le sud Liban, comme ils le font systématiquement depuis le général Sharon, hein, on se rappelle de la guerre de 2006 et de tout ce qui s'est dépassé avant. Donc on a des suprémacistes théologico-raciaux qui, ne voulant pas renoncer à leur projet délirant, mettent le monde face à quelque chose qui pourrait ressembler à la Troisième Guerre mondiale et surtout qui produit une crise économique qui n'en est qu'à son début et qui va impacter terriblement les consommateurs européens, hein, puisque le blocage du détroit d'Ormuz a des conséquences incroyables sur l'économie mondiale. J'ai même pas besoin de trop en parler, puisque c'est dans tous les médias quotidiennement. Le problème de la circulation des énergies, des engrais, et je dirais la vraie bombe atomique des Iraniens, qui n'ont pas spécialement besoin de la bombe atomique, c'est qu'ils peuvent très facilement bloquer le détroit d'Ormuz, et que en bloquant ce détroit d'Ormuz, ils créent de fait une crise mondiale dont tous les pays sont victimes, et particulièrement les pays occidentaux, très fragiles. Et le message, c'est, si vous voulez qu'on réouvre le détroit d'Ormuz, dites à Israël d'arrêter de vouloir nous détruire absolument, sous prétexte soi-disant de protéger une population iranienne de ses dirigeants. Ça, c'est un peu une belle rigolade. Mais surtout parce qu'ils ont ce projet, effectivement, de hégémonique moyenne-orientale, qui correspond au projet biblique, hein. C'est de faire d'Israël on se rappelle d'ailleurs à l'époque où Attali nous proposait ça en douceur, tu sais, de Jérusalem, capitale d'un monde unifié, hein. Voilà, donc ces gens-là ne renonçant pas à leur projet et pensant que leur Dieu les y invite et les soutient, ce sont ce qu'on appelle des psychopathes, comme le dit très bien Guyeno, qui nous menacent de troisième guerre mondiale. Donc après, il faut savoir si le problème, ce sont les antisémites qui se révèlent de plus en plus nombreux, hein. Les antisémites, ça devient le reste de la planète, en gros. Ou si le problème, ce n'est pas ces suprémacistes théologico-raciaux qui ont un projet de domination délirant et qui provoquent le chaos, la mort, la déstabilisation et la destruction partout autour d'eux, et un autour d'eux qui s'élargit de plus en plus, hein. Voilà. Très bien. Alors justement, comment on explique que Israël, qui est un pays de moins de 10 millions d'habitants, arrive à dicter sa politique dans tout l'Orient? On l'explique par la main qu'ils ont sur les États-Unis, sur la puissance américaine, qui est essentiellement d'ailleurs aujourd'hui une puissance militaire plus qu'économique. Si il n'y a pas l'armée américaine, il n'y a pas d'Israël. Je veux dire, Israël est grand comme 2 départements français. C'est un pays qui ne vit que du racket
du racket bancaire et du racket militaire, puisqu'en réalité, ils bénéficient de prêts jamais remboursés, qui sont à la fois des prêts en armement, et puis même des prêts tout court, sans compter le racket qu'ils font sur l'Allemagne, sous prétexte que l'Allemagne aurait des choses à se reprocher entre 33 et 45. Ils continuent à racketter l'Allemagne, d'ailleurs chaque jour un peu plus. Hein. Ils trouvent toujours un moyen de rajouter une addition à une autre addition. Donc nous avons un État voyou et parasite qui s'appelle l'État d'Israël, qui effectivement aujourd'hui menace le monde entier parce que ils ont la main sur le Congrès américain, ils ont la main sur le président américain qui s'appelle Trump. Et aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup d'Américains comprennent effectivement que l'Amérique mène une guerre aujourd'hui à l'Iran qui est contre ses intérêts, qui est le contraire de ce pourquoi Trump avait été élu, et qui ne se fait qu'au nom d'Israël. Aujourd'hui, dans cette période intéressante de ce point de vue-là de dévoilement et de révélation, nous avons une gauche américaine qui est pro-palestinienne pour des raisons d'antiracisme, hein, et d'égalitarisme. Et donc, eux, ils sont. Et nous avons une droite qui traditionnellement était sioniste par l'évangélisme, hein, c'est-à-dire par une espèce d'interprétation dévoyée du christianisme, qui est un truc, un bricolage à l'américaine assez répugnant, qui donne les fameux télé-évangélistes américains, qui est un truc qui est insupportable pour un chrétien européen ou un catholique authentique. Et en fait, on se rend compte, c'est la thèse de Mersheimer et Walt, hein, c'est pas nouveau, qu'en réalité, la communauté contrôle l'Amérique par l'argent, par le dollar, par les médias, et que cette communauté a fait d'Israël son champion, un peu comme un milliardaire qui achète une équipe de foot, et qu'en réalité, donc, la puissance d'Israël est en fait essentiellement due au fait que la communauté organisée contrôle l'Amérique et dicte à l'Amérique sa politique étrangère. Voilà. En plus, effectivement, de corrompre le Congrès. C'est-à-dire, ce qui est assez intéressant, c'est que avec l'argent que la communauté organisée extorque à l'Amérique, eh ben, elle corrompt les élites américaines en redistribuant une petite partie pour avoir la haute main à travers le Congrès, par les PAC, et même d'ailleurs par l'Anti-Defamation League, c'est-à-dire d'un côté par la corruption, de l'autre par le chantage et la menace victimaire. En fait, on se rend compte que le sionisme, en fait, contrôle l'Amérique et que la puissance israélienne est essentiellement liée à la mainmise qu'a Israël sur l'Amérique. Et c'est quelque chose qui est en train d'être compris de manière accélérée par la jeunesse de droite américaine, ce qui donne des types comme Nick Fuentes, parce que c'est le plus radical. Donc nous avons aujourd'hui une Amérique qui se réveille et qui comprend que par la gauche et par la droite, elle est aujourd'hui le sionisme est son problème, hein, son problème. Problème de racisme, problème de captation de richesse, problème de se mettre le monde à dos par une agression militaire qui n'a pas de sens. Car je rappelle, l'Iran ne pose aucun problème à personne en réalité. Hein. C'est toute la déstabilisation du Proche-Orient vient de l'action qu'a menée l'Amérique depuis le 11 septembre, sous commandite israélienne au Proche et au Moyen-Orient. Hein. Je rappelle d'ailleurs que l'Iran était un partenaire économique de la France très important. On y exportait beaucoup d'automobiles, etc. Et que les sanctions imposées à l'Amérique, non seulement à l'Iran, mais aussi à ceux qui voulaient commercer avec elle, c'est un peu la même chose d'ailleurs aujourd'hui qu'avec la Russie, c'est-à-dire que le sionisme qui contrôle l'Amérique nous empêche de faire des affaires avec l'Iran et ça nous coûte très cher. Ça nous coûte très cher. Hein. Oui, ah bah oui, faut regarder les marchés qui nous sont fermés, avec des sanctions d'ailleurs quand on essaye de contourner. C'est une des escroqueries juives supplémentaires. Hein. Elle est multidimensionnelle. C'est qu'en réalité, on nous oblige à nous considérer en guerre contre l'Iran, ce qui m'a valu moi d'être récemment condamné en première instance pour association de malfaiteurs dans un but de soutien au terrorisme iranien. Ça a donné ça, quant à moi, hein, par le tribunal français, alors qu'en fait, les sionistes tout-puissants nous empêchent de faire des affaires avec un Iran qui est non pas agresseur, mais totalement menacé, alors qu'en réalité, normalement, c'est un pays qui est dans ses frontières, qui n'a pas de vision expansionniste, je le rappelle, et qui se retrouve aujourd'hui en but à la haine israélienne, et dont l'action au Moyen-Orient est une action défensive. Hein. Je le rappelle que s'il y a un arc chiite aujourd'hui relativement actif, c'est essentiellement pour la brutalité et la maladresse de l'armée américaine, notamment en Irak,
Hein, je rappelle que Saddam Hussein était un leader sunnite qui régnait sur un pays à majorité chiite, hein, et que c'est souvent comme ça d'ailleurs au Proche et au Moyen-Orient, et qu'en fait la brutalité américaine au service du vice et de la perversité israélienne a produit en fait même ce qu'on peut reprocher à l'Iran, c'est-à-dire un certain expansionnisme chiite dans la région. Ce n'est pas venu d'eux au départ. Hein. Voilà, donc la vraie question, c'est quand est-ce que ces fauteurs de guerre, ces escrocs, ces menteurs et ces voleurs vont être remis un peu à leur place pour que le monde redevienne enfin un monde vivable et pacifié où on peut peut-être échanger, d'ailleurs comme le font les Chinois, échanger et vivre dans ce qu'on peut appeler la paix du doux commerce, hein, puisque voilà, il y a des gens dont la suprématie passe par simplement l'efficacité commerciale, ben ça c'est la proposition chinoise. Et il y a des gens dont la suprématie en déclin tente de se maintenir par la piraterie économique et la violence militaire, et ça donne l'alliance israélo-américaine. Donc à un moment donné, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui vaut mieux pour demain, un monde, on va dire, régi par les BRICS, hein, la proposition essentiellement russo-chinoise, hein, monde de multipolarité, comme on dit, ou un monde de piraterie unipolaire, on va dire israélo-américaine, puisque c'est la tête de la fusée, c'est Israël, qui produit de l'inégalité raciale, de la psychopathie théologique et du pillage économique et de la violence incontrôlable. Voilà, c'est à peu près ça. Si on met les deux propositions sur la table, ça explique pourquoi aujourd'hui je suis en Russie et pourquoi je préfère les BRICS à l'hégémon israélo-judéo-protestant américain. Et c'est simplement du bon sens, et c'est préférer la vie à la mort, la paix à la guerre. Hein, c'est assez simple. Et aussi, d'une certaine manière, l'honnêteté à la malhonnêteté, la vérité au mensonge, le respect de l'autre au mépris et à la haine. Hein. Voilà, on peut additionner tout ça. Exactement, ouais. Alors justement, est-ce qu'une victoire de l'Iran, ce serait la première étape dans la libération des pays occidentaux de ce qu'on appelle donc l'hégémonie américano-sioniste? Oui, oui, bah là, en réalité, c'est même presque. Il suffit que l'Iran tienne pour que l'Iran gagne d'une certaine manière, puisqu'en fait, Trump s'est engagé dans une guerre qui pour lui était une seconde opération vénézuélienne, alors que l'opération vénézuélienne est une opération de la CIA, ça consiste à kidnapper un président, ce qui d'ailleurs donne pas grand-chose derrière, mais bon, c'est ça, les Américains qui sont un peu des cow-boys et sans doute se sont retrouvés assez fiers de leur président pour cette opération de cow-boy, hein, quoi. C'est assez conforme à leur vision du monde et à leur pratique. Et là, Trump, sans doute désinformé par certains manipulateurs israéliens, on va dire par Netanyahou pour simplifier, a cru que l'Iran, qui avait déjà été affaibli par la guerre des 12 jours, qui avait été affaibli par la tentative de régime change qui avait échoué, mais quand même qui avait dû affaiblir le régime, puisqu'il s'agit du régime à la tête de l'Iran. Hein. Il pensait sans doute que c'était une opération rapide, prestigieuse, et qui redorerait son blason malgré ses relatifs échecs en politique économique tels qu'il les avait annoncés par les droits de douane, avec cette idée de réindustrialisation, de se soucier de l'Amérique intérieure, de l'emploi, des infrastructures, etc. C'est ce premier plan qui, ayant échoué, s'est dit, bon, bah, je vais passer à autre chose, une guerre rapide de prédation, puisqu'effectivement, quand on ne peut pas relancer l'économie par la production, on peut toujours relancer par la prédation. C'est assez simple hein, quand on comprend comment on est passé de Trump 1 à Trump 2. Tu vois, c'est soit on réindustrialise, soit on pille ceux qui ont de l'industrie, par exemple. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme Netanyahou lui avait promis, sans doute. Bah, ces gens-là mentent. C'est un peu la vérité si je mens, hein, quand on commence à écouter. Je crois que c'est Victor Hugo dans une pièce de théâtre qui a mis dans la bouche d'un de ses acteurs juif qui parle, bouche qui ment. Hein, oui, c'est la vérité si je mens, quoi. Donc Trump s'est laissé séduire, d'autant plus facilement que derrière il y a une opération de délit d'initié et une opération de pognon, c'est-à-dire qu'en ce moment il trahit son programme électoral et ses électeurs, mais il se remplit les poches, lui et sa famille et ses proches. Tous ces discours aujourd'hui ne s'expliquent non pas par comment dirais-je, des prévisions ou des annonces politiques, mais par du délit d'initié. Ça permet de faire des mouvements de capitaux rapides pour ceux qui savent que
Et il raconte en réalité n'importe quoi, mais que ce n'importe quoi permet à ses proches de se remplir les poches. On est vraiment là face à un État voyou et un président voyou de façon pratiquement même plus discrète, même plus cachée, quoi. C'était presque plus discret avec Biden, hein, voilà. Même si ça revenait un peu au même quand on fait référence à l'affaire ukrainienne. Donc effectivement, si l'Iran tient, ce qui est le cas, puisque d'ailleurs l'Iran n'est pas tombé, comme le Hezbollah n'est pas tombé, comme le Hamas n'est pas tombé, hein, je le rappelle, hein, malgré malgré les moyens, la cruauté déployée, malgré la multiplication des crimes de guerre, ni le Hamas n'est tombé, ni le Hezbollah n'est tombé, ni l'Iran n'est tombé. Et le fait de ne pas tomber, effectivement, est déjà une victoire, hein, puisque plus ça dure, plus Trump se retrouve en porte-à-faux par rapport aux élites militaires américaines qui lui avaient déconseillé d'y aller, par rapport au Congrès lui-même qu'il a contourné dans sa décision d'aller à la guerre. À un moment donné, il y a un problème de passage en force qui peut faire il peut aller vers la destitution ou de toute façon perdre les mi-termes, etc. Donc il joue quand même sa peau d'une certaine manière en ce moment, le Trump. Et plus les Iraniens tiennent, et on voit que récemment, ils ont même plus daigné se rendre, tu sais, aux convocations de propositions de paix qui sont à chaque fois des escroqueries avec des assassinats derrière. C'est-à-dire qu'en gros, les Iraniens disent, bon, c'est bon, c'est soit vous vous retirez, soit on continue, mais on s'en fout de vos propositions, parce que de toute façon, vous êtes des menteurs pathologiques, vous les Américains, vous les sionistes, donc il n'y a pas de discussion. Et avec cette idée que les Iraniens se préparent depuis 40 ans à cette confrontation finale, pour laquelle ils n'ont même pas besoin de la bombe atomique, ils ont le détroit d'Ormuz et les vecteurs hypersoniques, ce qui est largement suffisant, hein. Ça aussi, le discours médiatique dominant de il faut empêcher les Iraniens d'avoir la bombe. Si on voulait empêcher ces pays de vouloir la bombe, c'est simple, il faudrait qu'Israël l'ait pas. Alors je rappelle qu'Israël a la bombe atomique illégalement, hein. Oui. Ça s'appelle Dimona, ça s'appelle Mordechai Vanunu. Le pays qui a la bombe de manière totalement abusive et illégale dans la région de façon certaine, c'est Israël, hein, je le rappelle. Et du coup, les autres, pour se protéger, veulent en avoir une, parce que on ne sait pas si l'Iran voulait réellement la bombe, c'est une question, puisqu'il semblerait que l'ancien chef religieux iranien disait que c'était haram, la bombe atomique, c'est possible, mais de toute façon, tout le monde regarde la Corée du Nord, quoi. Je veux dire, Trump est venu gentiment serrer la main du maréchal président de Corée du Nord, petit pays de 25 millions d'habitants, qui tient tête habilement à la Corée du Sud, donc aux États-Unis, tient en respect le Japon et même le grand frère chinois à distance respectueuse, parce que eux ont réussi à se doter de la bombe atomique. Donc tout le monde a compris que pour ne pas risquer le massacre par Israël, il faut avoir la bombe atomique. Donc Israël est l'incitateur de bombes atomiques dans toute la région, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'entend jamais trop parler du Pakistan, parce que je rappelle que le Pakistan a la bombe, ce sont des musulmans assez radicaux, et que quand tu as la bombe, visiblement, tu deviens moins problématique. Donc, je ne sais pas si l'Iran a la bombe, mais de toute façon, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de l'avoir, puisqu'Israël l'a. Dans la région, celui qui l'a et qui fout la merde partout, c'est Israël. Et donc, tout ça légitime qu'on soit plutôt enclin à penser que le fouteur de merde dans la région, c'est plus Israël que l'Iran, mais je rappelle que moi, je suis condamné à de la prison ferme en France pour penser et dire ça. Dire le problème au Proche-Orient, c'est pas l'Iran, c'est Israël. Pour ça, vous êtes condamné à la prison ferme en France. Je le rappelle. Ce qui veut bien dire que la France est une colonie israélienne, hein. Voilà, c'est clair et net sur le plan politique, médiatique et malheureusement judiciaire, hein. Donc il va falloir libérer la France, non pas comme le dit Renaud Camus, de la domination musulmane, hein, qu'elle soit celle d'ailleurs tantôt des frères musulmans, tantôt des chiites, ce qui est strictement contradictoire, hein, faudra choisir. Mais par contre, il faudra à un moment donné libérer la France de la domination israélienne, qui, je rappelle, s'appelle en France la domination de la France par le CRIF, hein. C'est assez simple, hein. Donc, pour dire ce genre de vérité, il faut vivre très loin de la France et très loin de la Suisse, de l'autre côté du rideau de fer, c'est-à-dire renoncer au monde libre, parce que sinon on part en prison. Voilà, c'est ça aussi. Il faut comprendre dans quelle situation radicale on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un patriote qui défend la France, les intérêts de la France, et qui essaye d'éviter que le monde aille à la Troisième Guerre mondiale, en montrant bien qui sont les agresseurs, qui sont les agressés, qui sont les êtres raisonnables et qui sont les êtres mus par une psychopathie racialo-théologique, et en France, qui je rappelle, pays des droits de l'homme, république laïque et égalitaire, en France, on se retrouve en prison et en Suisse aussi. Voilà.
C'est Et ça. c'est donc incarcérable dans tout l'espace Schengen, hein, je le rappelle. Hein. Ça veut dire, c'est pas que la France et la Suisse, c'est tout l'espace Schengen, c'est-à-dire Union européenne et Suisse inclus. Hein, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut partir loin. Voilà, loin. C'est ça, malheureusement. Alors justement, une pétition a fait parler d'elle. Plus de 600 000 personnes ont voté contre une loi proposée donc par Madame Yadan, celle de faire condamner l'antisionisme pour de l'antisémitisme. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de cette loi? Parce que tu es un des premiers Bah, visés d'abord, finalement. c'était tellement grossier et contre-productif d'une certaine manière et ambigu que elle a été retirée par la dame Yadan elle-même. Je rappelle que Madame Yadan se retrouve députée française par une escroquerie qui s'appelle les députés des Français de l'étranger. Oui, C'est-à-dire, on a fait des espèces de zones et en fait, elle a été élue, comme avant elle, Meir Habib, par quelques milliers de binationaux franco-israéliens. C'est-à-dire que c'est une députée totalement bien plus illégitime pour ceux qui critiquent certains députés aujourd'hui qui ont accédé à la députation en étant issus de l'immigration par LFI notamment. La députée la plus illégitime de tous les députés de l'hémicycle, c'est Madame Yadan. Mais elle est quand même là pour imposer une loi totalement contraire au droit international, je le rappelle, hein, qui criminaliserait l'antisionisme, alors que Israël est décrété aujourd'hui par les instances juridiques mondiales, hein, est un État criminel, hein, criminel, génocidaire. Hein, voilà. Donc, Madame Yadan veut criminaliser ceux qui dénoncent l'extrême criminalité d'un État criminel qui s'appelle Israël. Donc, si ça, c'est pas une inversion de toutes les valeurs, une obscénité et la preuve de la domination totale du sionisme sur la France, je sais pas, à la limite, je suis rabbin, quoi. Voilà. Donc, c'était tellement grossier et tellement dangereux parce qu'en plus, ça pouvait, dès lors que la France reconnaît aujourd'hui la réalité de la Palestine, ça pouvait aussi mettre en porte-à-faux les sionistes puisque cette loi qui a été mal écrite pouvait aussi envoyer au tribunal des gens qui contestaient le droit à l'existence et l'existence d'un État palestinien. Donc oui, c'était très très mal foutu. Alors attention, ils ont retiré la loi Yadan, mais elle va revenir d'une autre manière en s'appelant loi Aurore Berger, par exemple, parce qu'ils n'ont pas qu'un seul. Parce que il y a les militants sionistes extrémistes qui font leur travail de militants juifs sionistes extrémistes, mais malheureusement, ce qui est encore plus obscène et triste, c'est toutes les tu sais, qui se mettent à leur strict service. Et là, la putain des putains, c'est la petite Aurore Berger. Alors elle, avec ses petites lunettes et de sa gueule d'adolescente, de lycéenne, alors elle tapine à un point, c'est au-delà de tout ce qui est possible. Mais la France a une longue tradition collabo, hein, je rappelle. Hein. Il suffit de lire les décombres de Rabatet, où Rabatet disait que il voulait plus mettre les pieds à Vichy parce qu'il y avait trop de juifs pour se mettre au service du maréchal, tu sais. oui. Oui, oui, bah, il faut lire les décombres de Rebattet, le plus grand succès de librairie de l'occupation. Bon, ça lui a valu pas mal d'années de prison à la Libération, mais c'est quand même un livre qui est plein de talent et de vérité. Et donc, la France a une longue tradition collabo, et malheureusement, il n'y a pas que les juifs sionistes qui exercent leur pouvoir en France, il y a, et sans eux, ça ne serait pas possible, la kyrielle dont Éric Nolot, Yann Moix, enfin, les plus visibles, le Pascal Praud, etc., qui, dans leur longue tradition, la longue tradition de collaboration française, comme se sont mis au service des nazis à l'époque où les nazis étaient les plus forts, se mettent aujourd'hui au service des sionistes, parce que effectivement, ce sont aujourd'hui les sionistes en France qui tiennent le couteau par le manche ou la matraque par le bon bout. Hein, voilà. Et ça, ça fait partie de l'obscénité française. C'est la domination judéo-sioniste sur la France et l'incroyable relais tapin de ces Français collabos qui, effectivement, nous rappellent une période pas très glorieuse. Je ne parle pas de ceux qui ont choisi l'Allemagne sur le front de l'Est comme des types que je trouve très respectables comme De Grelle. Je parle de ceux qui ont collaboré pour récupérer des appartements, piquer du pognon, hein, le collabo Mm, dégueulasse. Et je rappelle que oui. les collabos dégueulasses sont collabos de tous les pouvoirs. Hein. Pensez pas que les collabos aujourd'hui pour les sionistes auraient été résistants, résistants sous l'occupation. Hein. C'est Ouais. collabos d'hier, collabos d'aujourd'hui, collabos de toujours. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Je les connais suffisamment personnellement, les Yann Moix, ou même les Simon Liberati aujourd'hui, je crois qu'il est en train d'écrire un livre pour redorer le blason de Jacques Lang. Je connais ces gens-là depuis la post-adolescence et je vous garantis que
ils ont le profil de collabos de tous les régimes, hein. Méfiez-vous, je dis, méfiez-vous, ceux qui pensent qu'ils sont... Le jour où ça va basculer, ils vont avoir des surprises, hein. Les mêmes d'ailleurs qu'ils ont eu entre la période Léon-Blum et puis la période Pétain. Ils ont vu, je rappelle que les champions de la collaboration viennent tous de la gauche Léon-Blum d'avant-guerre, hein. Les types de l'œuvre de l'Action française étaient partis par anti-bochisme radical. Derrière Maurras, étaient tous partis rejoindre De Gaulle à Londres, hein. Rappelons-nous tout ça, c'est pour ça il suffit de lire Simon Epstein. Je rappelle que moi, toutes mes sources peuvent être judaïsées si c'est nécessaire. Hein, ça s'appelle La droite dans la résistance et la gauche dans la collaboration. Livre incroyablement instructif qui n'a pu être écrit que par un Israélien de gauche, parce qu'en France, ce serait strictement interdit. Ça s'appelle Maurice Ravchus. Livre que j'ai fait découvrir, pour son plus grand malheur, à Eric Zemmour, qui a eu le malheur de trop en parler, ce qui lui a valu la mise au banc politique par le CRIF, hein. C'est le CRIF qui a fait la D'accord. peau, oui, qui a fait la peau à Zemmour pour pétainisme, hein. Parce qu'il a rappelé quelque chose qui est vrai, c'est que Pétain a sauvé les juifs français, les Français de confession juive. Il les a sauvés pour leur immense majorité, puisque je crois que c'est 95%, hein. Et évidemment, en dealant avec l'UGIF, qui est l'ancêtre du CRIF, de rendre à l'Allemagne les juifs qui d'ailleurs étaient illégalement dans le pays et qui fuyaient à la fois, je rappelle, Staline, les purges de Staline et Hitler, hein, voilà. Donc on confond toujours juifs et français de confession juive, comme si les juifs étaient une nation au-dessus des nations. Bah, ça s'appelle l'Organisation juive européenne aujourd'hui, qui dit bien que c'est une nation au-dessus des nations. Mais je rappelle que Pétain, effectivement, comme le dit très bien Zemmour, a sauvé les Français de confession juive pour leur immense majorité, puisque c'était ne touchez pas aux juifs de France, ils sont français avant d'être juifs. Par contre, les autres qui sont des clandestins, des illégaux, et beaucoup d'ailleurs liés à des univers d'agitation politique, de terrorisme et de déstabilisation, en fuyant à la fois, je rappelle, le stalinisme à l'époque des grands procès de Moscou, qui était une déjudaïsation du bolchevisme, ou Hitler, voilà, je rappelle, comme le disait très bien d'ailleurs De Grelle dans une vidéo, les premiers camps de rétention, qui sont les camps de concentration français, ont été créés par la Troisième République pour y mettre les agitateurs clandestins juifs de l'Est qui étaient sur le territoire français illégalement et qui en plus étaient des agitateurs politiques et des terroristes en puissance. Et qu'à un moment donné, la loi s'exerce, la République exerce son pouvoir et qu'on ne voit pas pourquoi il y aurait un passe-droit. Parce qu'on nous a appris à penser que juif était un passe-droit. Tu sais, un passe-droit, un passe-frontière automatique, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit combien les juifs ont-ils souffert sous le régime de Pétain. De quel juif parle-t-on? Il y a un Polonais juif, c'est pas un Français juif. Le Polonais, c'est un étranger. Il bénéficie pas des mêmes droits que le Français. Et c'est comme ça que Zemmour s'est un peu pris les pieds dans le tapis, c'est qu'il a, en citant Simon Epstein, il a bien rappelé que le régime de Pétain avait protégé les Français de confession juive, parce que Pétain avait bien dit, ce sont des Français, vous n'y touchez pas. Et d'ailleurs, Hitler a dit, d'accord, mais vous me rendez les autres. Et les autres, bah oui, on vous les rend, puisque de toute façon, ce sont des illégaux, D'accord. et des ressortissants, je rappelle, du Reich, hein. Voilà, donc c'est ça, c'est ça quelque part qui est à l'origine du Veldiv, hein. Je rappelle que les listes d'ailleurs de ces juifs ont été données par l'UGIF, c'est-à-dire par l'ancêtre du CRIF, comme le dit très bien Maurice Ravchus dans son livre, dans ses 2 livres qui lui ont valu de se faire, comme il me l'avait dit lorsqu'on s'est rencontrés, que lui aussi avait subi, s'était fait aussi casser la gueule par la LDJ, pour avoir révélé cette vérité, qu'effectivement, c'est l'ancêtre du CRIF, c'est-à-dire la bourgeoisie juive française, qui, pour se sauver elle-même, a collaboré avec Pétain et a sacrifié ses frères juifs de l'Est. Ah oui. Ok. Oui, 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 c'est la vraie histoire, que tout le monde connaît, hein, à certains niveaux, mais qui ne doit pas être dite. Qui ne doit pas Oui. être dite. Voilà. Qu'on n'apprend Et c'est pas ce dans qui a les valu, c'est ce livres qui a serment valu, d'attendre. c'est ce qui a valu le déclassement de Zemmour et la montée d'ailleurs à sa place de Sarah Knafo, qui se garde bien d'aborder le sujet, hein. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, sujet un peu plus léger, on va parler du steward qui est Jordan Bardella, qui a récemment officialisé sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous vendre un peu Bardella comme on nous a vendu Macron avec Brigitte? C'est pas, non, moi je pense pas que c'est Macron Bardella. Bardella, c'est celui qui fait qui est celui qui doit perdre in fine face à Édouard Philippe, tu sais, qui lui est la continuation de Macron sans Macron, enfin de ce qu'il y a derrière, hein, le pouvoir Rothschild, on va dire, pour simplifier.
Et en fait, il faut bien, pour qu'on croie qu'on est en démocratie, qu'il y ait quand même plusieurs candidats. Parce que à la fin, donc il y a le candidat qui est validé par le système pour gagner, mais il faut que, tu sais, c'est toujours 51-49, tu sais, c'est bien fait, tu sais. La seule catastrophe, c'est quand Le Pen s'est retrouvé en finale à la place de Jospin et qu'il a fallu faire un 80, c'était quoi, 80, un 80-20, tu sais, ou non, 82-18. Là, ça fait pas démocratique 82-18, ça fait République bananière. Et en fait, le système est fait pour qu'on n'ait pas à nouveau cette connerie. Donc normalement, on fait monter un peu le Bardella, on fait peut-être monter un peu aussi le Villepin, qui en général renonce à se présenter systématiquement à la fin, alors qu'il serait le plus légitime comme président français, puisqu'il est français. Il a défendu un peu l'honneur de la France lors de la guerre d'Irak. Il a une filiation chiraco-gaulienne. En plus, c'est un beau gosse. Normalement, c'est lui qui devrait être président de la France. Si les Français étaient encore capables d'élire un président français, mais de toute façon, je suis même pas sûr que ça leur vient encore à l'idée, mais de toute façon, on leur demande plus réellement leur avis. Tout est truqué. Hein, si Macron a pu être élu et réélu, c'est que les élections sont truquées, hein, parce que il a jamais été élu par le peuple français. Pour moi, c'est une certitude. Mais donc, Bardella est là pour servir de sparring partner, tu sais, d'opposant contrôlé à sans doute Édouard Philippe, dont tout le monde a oublié qu'il avait été Premier ministre de Macron, mais au moins il est dans la continuité du pouvoir macronien. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. On nous met un Bardella voilà, qui est au coude à coude avec le Édouard Philippe, et puis peut-être qu'au dernier moment, on lui sortira une peau de banane, tu sais, comme on a fait avec Fillon. Hein. Fillon devait être élu, il avait gagné la primaire, c'était le coup de la droite. Voilà, il y avait Hollande était cramé. Et normalement, c'était le tour de Fillon. Bah, tu as vu comme ils nous l'ont dégagé en 5 minutes. Il a d'ailleurs absolument pas protesté. C'est pour vous dire le niveau de veulerie et voilà, des représentants politiques français qui prétendent accéder à la magistrature suprême. Quoi. C'est des rien du tout. Et donc, je vois que c'est plutôt ça. La fabrication du Bardella, c'est nous en faire un type qui pourrait peut-être accéder au pouvoir et représenter une certaine opposition qui serait dans la continuité du lepénisme, mais tu as bien vu que Marine a fabriqué Bardella et Marine a trahi totalement Jean-Marie. Donc tout ça est de ce que Debord appelle du spectacle, hein, voilà, c'est du spectacle. Alors après, bon, c'est pas une science exacte, si à un moment donné Bardella est élu, je dirais tiens, bah, c'est incroyable, ils l'ont laissé passer, mais regarde ce que Bardella, la somme de soumission de Bardella à ce qu'on appelle l'orthodoxie régnante, là, il a donné absolument de toute façon tous les gages. Hein, tous les gages. Donc après, il y a toujours la possibilité d'une divine surprise, c'est-à-dire qu'il se retourne contre ses mentors au moment où il accède à la magistrature suprême, comme l'a fait Poutine à un moment donné en Russie. Mais je vois pas trop de rapport entre Bardella et Poutine. Tu vois ce que je veux dire au niveau de la densité de la Constitution. Bardella, c'est ce que j'appelle, c'est le steward qui vous propose de reprendre une deuxième fois du café, quoi. Hein. En plus, c'est pas un mauvais bougre, il est plutôt beau gosse, il a fait du média training, il est assez doué pour faire du spectacle politique, mais il n'a aucune consistance. Il n'a d'ailleurs aucune revendication qui irait contre la doxa. Il s'est fait claquer la bise par Meyer Habib. Je crois qu'on peut pas aller au-delà. Hein, quand tu t'es fait claquer la bise par Meyer Habib, tu peux pas faire plus, à mon avis, dans la soumission, le renoncement et la trahison, je rappelle, du fondateur. Hein. Je rappelle que il est censé être l'héritier de Jean-Marie Le Pen. Ouais, ouais. Oui, oui, bah voilà. Donc on peut arrêter on peut passer à un autre chapitre que Bardella. Mélanie, en ce moment, si on veut faire une comparaison, est beaucoup plus virile que Bardella puis elle a le mérite d'être un peu au pouvoir. La virile européenne en ce moment, après l'éviction de Orban, c'est une femme, elle est en Italie, c'est Mélanie qui ose un peu. Qui ose un peu. C'est ça. Voilà. Eh ben justement, Orban, j'aurais voulu qu'on en parle. Il a perdu les élections donc législatives hongroises, défaite pour le camp, on va dire, nationaliste anti-UE, parce que celui qui a gagné est aussi plus ou moins conservateur, mais pro-UE. Est-ce que justement la dictature européenne n'est pas en train de gagner du terrain? Bah, c'est compliqué parce que celui qui l'a battu vient de son parti, est un type qui dénonçait un peu la corruption de Orban et l'usure du pouvoir, et en réalité, il a été validé par l'Union européenne parce que l'Union européenne le préfère à Orban, mais pour l'instant, ce qu'il a dit depuis qu'il a pris le pouvoir est plutôt
un peu de dire à l'Union européenne, je suis pas votre petit bonhomme. Alors après, faut voir comment ça évoluera. Mais c'est pas un anti-Orban en fait, le nouveau président. C'est plutôt un Orban plus jeune et qui a un peu moins de casserole et qui n'a pas cédé sur grand-chose par rapport à l'Union européenne. D'ailleurs, l'Union européenne retient le pognon qu'elle est censée donner, puisque c'est le conditionnement. Ce qui a fait perdre Orban, bon déjà, c'est d'avoir été adoubé par Netanyahou et par Trump deuxième période, ce qui est vraiment pas, je sais pas pourquoi il a commis cette erreur politique, mais je veux dire, tu fais pas voter la jeunesse hongroise en étant validé par Netanyahou. Hein. Donc, et puis aussi, il y avait le conditionnement que si Orban était réélu, l'Union européenne ne donnerait pas les milliards que l'Union européenne verse en les prenant dans la poche, d'ailleurs essentiellement de l'Allemagne et de la France à l'Ukraine, excuse-moi, à la Hongrie. Et en fait, c'est ça qui a conditionné le vote. C'est ces milliards que l'Union européenne retenait. C'est le chantage au pognon en disant on vous donnera le pognon quand vous aurez obéi, quoi. Et donc, là, bah, pour l'instant, on peut pas dire grand-chose de ce président qui n'est pas une carpette devant les injonctions de l'Union européenne, qui est plutôt une continuation d'Orban, avec plus de jeunesse et moins de casseroles. Donc, attendons, attendons. Oui, c'est ça. On va attendre et on verra dans les faits. Alors, on va passer au procès Brigitte. Elle a récemment donné une interview dans Tribune Dimanche. Elle parle de sa relation aux Français. Elle parle aussi des rumeurs la concernant. On apprend d'ailleurs que son procès a été reporté en juin au lieu de avril. Est-ce que les Macron ne font pas marche arrière par rapport à l'affaire Brigitte? Non, je crois pas. Je crois pas. De toute façon, les Français. Bon, il y a eu l'effet Poussard à un moment donné qui a passionné beaucoup, puis ça commence à Oui, retomber ça s'est senti. parce que bon, de toute façon, qu'elle soit ou qu'elle soit pas, on voit bien que le couple est un couple dysfonctionnel, qu'il y a des tournements de mineurs, que la Brigitte, que première dame, est un statut qui n'existe pas dans la Ve République. Hein. Je rappelle que le mariage républicain est un mariage morganatique. Madame Macron n'a aucun pouvoir, ne devrait pas s'appeler première dame, et déjà le budget qui lui est alloué par la République est une obscénité. Alors maintenant, elle dit qu'elle est malheureuse et qu'elle souffre, et du coup, ben, elle va, au lieu d'y aller une fois par jour, elle le fera 2 fois par jour chez Vuitton. Mais là, on est dans l'obscénité de ce qu'est la République française, qui visiblement ne s'est jamais remis d'avoir coupé la tête du roi et mis fin à la monarchie. Il n'y a pas plus monarchique que l'Élysée quand tu regardes ce que c'est que les monarchies, à la limite, qui sont encore en place dans l'Union européenne, parce que je rappelle, il y a encore pas mal de monarchies dans l'Union européenne, même si c'est des monarchies constitutionnelles. Le régime le plus monarchique en termes d'obscénité d'apparat et de coûts, hein, c'est le régime présidentiel français. C'est un peu le paradoxe, tu sais. On est dans la parodie vulgaire du monarchisme. Tu sais, c'est le nouveau riche. On avait déjà ça avec Napoléon qui finit empereur, alors qu'au départ, il est poussé par la Révolution française et il finit empereur. On a un peu ce côté ridicule des Français, c'est qu'on s'est jamais remis finalement de la décapitation de Louis XVI et qu'on a finalement une république qui est incroyablement monarchique dans ses dépenses. C'est incroyable le pognon que nous coûte ce couple dysfonctionnel qui ne sert à rien, hein, je rappelle, hein, qui ne sert à rien. Le vrai problème de la France, c'est le parasitisme, quoi. Hein. C'est des improductifs qui parasitent les productifs, hein, à un point de presque aujourd'hui de paralysie et je veux dire, on est passé du parasitisme au pillage, hein, pratiquement. Et alors aujourd'hui, on nous vend effectivement une Madame Macron qui serait un peu déprimée parce que les Français ne l'aimeraient pas assez. Et tout ça pour nous faire oublier que si elle va s'acheter des chaussures, tu sais, ces pauvres petites filles riches, là, c'est parce qu'en fait, c'est l'objet transitionnel, tu sais, c'est le principe de l'objet transitionnel. Quand tu es un peu en souffrance affective, tu compenses par la consommation enfin, d'objets de luxe, évidemment, tu vas pas acheter des nouilles. Hein. Et donc, tout ça, c'est pour nous valider qu'il est normal que Madame Macron nous coûte aussi cher et qu'elle passe autant de temps dans les boutiques de luxe, parce qu'en fait, on l'aime pas beaucoup. Et et puis surtout, c'est, comment dirais-je, tu sais, la vieillophobie, tu sais, on lui reproche d'être plus vieille que son mari. Ce qui est d'ailleurs, on pourrait lancer, tu sais, comme il y a la grossophobie, on pourrait lancer la vieillophobie, et ça serait condamnable, au lieu de voir c'est-à-dire, au lieu de voir ça comme un détournement de mineur qui tombe sous le coup de la loi, ce que c'est réellement, c'est dire qu'en fait, c'est ne pas admettre qu'une symétrie, enfin une possibilité pour les couples d'avoir une femme vieille avec un homme jeune, alors que dans l'autre sens, ça existe, même si dans l'autre sens, ça s'explique simplement par la nature et les enfants.
Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de nous faire de Brigitte Macron une victime, hein. C'est une victime du mauvais esprit français et elle souffre et donc il est normal qu'elle dépense autant parce que je te dis, quand tu es malheureuse, eh ben il y a ce qu'on appelle la compensation par l'objet transitionnel. Tu vas t'acheter, c'est la connasse qui a 300 paires de godasses, tu sais, parce que elle est bourrée de pognon, mais quand même un peu seule, un peu malheureuse. Et donc, bah, quand elle se sent pas bien, et qu'elle en a marre d'aller chez son psychanalyste, elle va dans son dressing, tu sais, et elle compte ses paires de chaussures, tu vois. Mhm. On avait ça chez Madame Marcos. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu peux comparer Brigitte à Madame Marcos, tu vois. C'est-à-dire des dictatures philippines. Je sais pas si tu vois où on en est au niveau de l'effondrement de ce qu'on peut appeler une démocratie respectable et respectueuse, quoi. C'est presque un film comique, hein. Ça pourrait finir en film, tout ça. Tragicomique. Donc oui, voilà, oui, bah, Brigitte Macron. Le couple Macron, parce que c'est un couple, effectivement, c'est quand est-ce qu'on va se débarrasser de ces gens-là, qui Ouais. nous coûtent très cher, qui font n'importe quoi, et qui ridiculisent la France aux yeux du monde entier, il faut pas oublier, hein. Tu regardes toutes les chaînes de télé du monde entier, dès que c'est Macron, c'est un sketch. Et aujourd'hui, la France, c'est le pays qui a pour président Macron et la première dame, c'est-à-dire un pays en voie d'effondrement et qui est ridicule aux yeux du monde entier. C'est très douloureux. Il n'y a pas seulement la soumission au sionisme qui fait mal, il y a aussi le pouvoir du tandem Macron-Brigitte. Alors l'idée, c'est comment la France peut-elle descendre encore plus bas et comment va-t-on essayer d'inverser la tendance et d'essayer de redresser, sachant que la France est quand même la grande nation et un pays qui a quand même une histoire qui n'est pas n'importe quoi, quoi. C'est que ça a été à un moment donné le plus grand pays du monde connu, quoi. Je rappelle, sous Louis XIV, et avec le bouquet final napoléonien, hein. On n'est pas, je vais pas citer un pays parce que je vexerais, mais enfin voilà, la France est, comme je l'ai écrit dans Comprendre l'époque, et a proposé avec l'humanisme français un des 5 que j'appelle système monde, une des 5 idéologies monde qui existent, hein. C'est pas rien. Et ben voilà, aujourd'hui on en est à lécher le cul à Israël et à supporter ce tandem présidentiel Brigitte Emmanuel. Emmanuel, là. C'est Oui, ça. oui, Jusqu'où va-t-on descendre, comme tu l'avais il écrit? faut rire pour ne pas en pleurer, hein. Ouais, Voilà. exactement. Alors, on finit avec le volet Epstein, qui a été un électrochoc cet hiver, avec la divulgation des dossiers, bien évidemment. Toujours pas d'enquête en France. 12 000 mentions du nom Rothschild. Ils ne sont aucunement inquiétés. Des noms de présidents, de ministres, de personnalités connues sont révélés dedans. Et l'affaire reste muette. Tu as été un des premiers à en parler avec Jovanovic, justement, des élites dans des espèces de réseaux sordides. Comment ça se fait que rien ne bouge? Bah parce que c'est eux qui sont au pouvoir, donc à un moment donné, effectivement, on découvre que ce pouvoir est un pouvoir criminel et au plus haut point, c'est-à-dire hein, voilà. Et même si on le découvre, c'est quand même eux qui ont le pouvoir, donc ils disent. Après, ça, c'est la phrase de Tapiro là. On vous emmerde, tu vois. Je Ouais. rappelle que pour l'instant, pour avoir révélé que cette mafia chapeautait par le chantage, enfin par le crime sexuel et le crime financier, chapeautait tout l'Occident. Je rappelle que la seule chose que ça a produit, c'est que le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez, qui est un marane, hein, Ouais. m'a envoyé un signalement qui fait que ça m'envoie au tribunal et en France et au Suisse. Et par ailleurs, il a octroyé immédiatement une protection policière au pédophile militant Jacques Lang, hein. Voilà, c'est la conséquence pour l'instant de l'affaire Epstein, c'est celle-là. Oui, parce que c'est le pouvoir. Les gens comprennent que le pouvoir est le pouvoir, mais ce pouvoir dit oui, on est le pouvoir et on l'exerce. C'est-à-dire que il suffit pas de dénoncer l'illégitimité et la criminalité du pouvoir pour qu'il s'excuse et qu'il se retire. Au contraire, il punit. Il dit oui, oui, nous sommes des pédocriminels et des voleurs, mais nous tenons le couteau par le manche. Nous avons pour nous la police, l'armée et la justice, et donc nous vous intimons l'ordre de regarder ailleurs, hein. Et pendant d'ailleurs que l'affaire Epstein devrait déclencher une série d'arrestations, de procès et de révélations qui mettraient sans doute
beaucoup de gens en danger, je dirais. Hein. Ça pourrait amener à quelque chose de l'ordre tu sais, des débordements révolutionnaires avec des têtes au bout de pique. Si je veux être un peu gentil et ne pas parler que de moi, on a un Tariq Ramadan qui prend 18 ans de prison, tu sais, pour soi-disant viol rétroactif sous emprise, tu sais. C'est l'obscénité est là. Tu vois. Comme quoi, il vaut peut-être mieux être que musulman quand tu es un peu pris à pic, tu sais. Ça peut aider. Ça peut aider. Bon, bien qu'on Ouais. a Patrick Bruel qui est un peu pris là en ce moment, mais bon, Oui, c'est pareil. Euh, ouais, il y a du deux poids, deux mesures. Hein, on peut le constater quand on compare à ce pauvre Ramadan, qui n'est pas mon ami, mais qui quand même, lui, il prend 18 ans, lui. Hein. c'est ça. Ouais, et c'est pas l'affaire Epstein, hein, il est pas dedans. Hein. Ah, Non, donc oui, loin de là, ouais. qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir raison, il ne suffit pas d'avoir les preuves que tu as raison pour que les choses changent, tu vois? Oui, C'est ça que tu peux constater. Parce que dans les films, en général, tu sais, quand tu as énoncé la vérité, eh ben derrière, tu as l'épilogue heureux, tu sais. Les méchants s'en vont ou sont mis hors d'état de nuire. Alors qu'aujourd'hui, on a tous identifié qui étaient les méchants, que ce soit par Gaza ou par Epstein ou par l'Iran. Mais ça change rien. Au contraire, ils sont donc encore plus méchants, parce qu'effectivement, il faut qu'ils terrorisent encore plus, qu'ils punissent encore plus, et ça donne, eh ben, Soral a presque toujours raison, mais de plus en plus loin. Alors après, la question, c'est est-ce qu'un jour ça va changer? Est-ce que je vais pouvoir revenir dans mon pays? Parce que pour l'instant, pour avoir été un patriote qui a annoncé tout ce qui était en train de détruire la France, eh ben, j'ai été chassé de mon pays par les gens qui sont en train de la détruire. Hein. C'est quand même ça la réalité. Hein. Et même de mon deuxième pays par les gens aussi qui sont en train de la détruire par complicité, soumission et lâcheté. Parce que quand tu regardes ce qui se passe au centre-ville de Lausanne, tu peux dire que Lausanne est un petit Paris aujourd'hui. Hein. C'est les mêmes. Ça les a pas empêchés de se faire réélire, hein, la coalition qu'on appelle pastèque, tu sais, espèce d'attelage de faux socialistes, de je sais pas quoi, c'est faux socialistes, faux écologistes, vrais homosexuels, enfin tu vois, cette espèce d'alliage comme ça de minorités, soi-disant, qui deviennent finalement majoritaires à force de s'additionner et qui exercent un pouvoir catastrophique, mais qui, par ce qu'on appelle la mise en place de l'électorat captif, gardent la ville, que ce soit Lausanne d'ailleurs ou Paris, puisqu'effectivement ils ont vidé tous les gens qui pouvaient se plaindre et ils ont mis à l'intérieur des gens qui ont intérêt à voter pour eux parce qu'ils auront des avantages en retour. Ce qui fait, voilà, ça donne le Paris actuel, enfin le Paris d'ailleurs de nord et est, hein, d'électorat captif de gauche, et puis d'ailleurs le Paris ouest, où là c'est les droits tardés, les sionistes, enfin avec une ligne de fracture qui pourrait presque être une ligne de barricade. Il y a vraiment aujourd'hui il y a deux paris. Enfin voilà, donc oui, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est pas jusqu'où va-t-on descendre, on continue à descendre. C'est comment la ouais, France va-t-elle survivre à tout ça et quel va être le coût pour un jour la redresser si c'est redressable, ça devient compliqué. ouais. Et où va le monde et puis après, à quoi sert le travail relativement sacrificiel de vérité que j'essaye de faire. J'espère que ça sert à quelque chose, mais c'est pas pour ça que que ça se concrétise par une prise de pouvoir. On est plutôt dans le domaine de la prise de conscience, je dirais, pour l'instant. Oui, je suis Et, entièrement d'accord. On le voit même, je vois moi, je traîne beaucoup sur TikTok, Instagram et tout, et je vois qu'il y a de plus en plus de gens même qui valident des idées, des gens très jeunes. Alors souvent, c'est par l'humour, c'est par, tu sais, bah, c'est la vidéo Internet, quoi. Mais on voit que tu deviens de plus en plus populaire chez les jeunes, que ton message est de plus en plus validé, que les gens comprennent ce que tu dis. Comme disait Jovanovic, au début, il pensait que tu étais un peu un complotiste, tout ça, puis il s'est rendu compte en fait que tu étais justement complètement dans le… Tu visais dans le oui, mille, oui, je quoi. reçois des messages comme ça en disant j'ose vous le dire, je vous détestais dans le temps parce que je vous prenais pour un ignoble antisémite et finalement j'ai compris que vous aviez raison, que vous étiez plutôt mu par le goût de la vérité et de la morale, quoi. Ouais. Et que voilà, je reçois beaucoup de messages en ce sens. Donc à la fois, je suis très respecté par beaucoup de gens qui voient que je fais le boulot, comme on dit, et en même temps persécuté plus que jamais par ceux qui ne veulent pas lâcher, bien qu'ils soient totalement illégitimes et prédateurs, et qui ne veulent pas lâcher, et qui au contraire, dans cette période où ils sont relativement montrés du doigt, ils durcissent leur position. Hein.
Il faut pas croire que parce que tu as expliqué que c'est un peu la naïveté de Chouard, tu sais, c'est pas parce que tu as expliqué quelqu'un qui méritait pas le pouvoir qu'il va te le rendre, hein. Tu vois, il va plutôt te faire botter le cul par le pouvoir qu'il exerce, c'est-à-dire le pouvoir de police et le pouvoir de justice, hein, qui d'ailleurs finit, je rappelle, par le fisc toujours, hein. Oui. C'est-à-dire que on te tape et on te tape au porte-monnaie, c'est les deux, hein. Et c'est ce que je subis depuis plus de 20 ans. Donc, j'espère que la postérité me rendra raison. Je peux espérer ça. Et puis là, que bon, mon travail n'est pas totalement inutile, hein. C'est un travail je te dis, de prise de conscience, mais Ouais. qui n'est pas la prise de pouvoir, hein. On en est très très loin. Mais bon, après, Malheureusement. l'histoire fonctionne par accélération. Tu sais, il y a des moments, le passage du chronos au kairos, tu vois, des périodes où il se passe pas grand-chose, et puis des périodes d'un seul coup, tout s'accélère, période de ce qu'on appelle le passage du quantitatif au qualitatif, tu sais, le fameux saut qualitatif. Ce Oui. que je crois Solzhenitsyn appelait les nœuds. Enfin, il y a plusieurs manières d'aborder la question. Donc là, est-ce qu'on n'est pas dans une période d'accélération de l'histoire où des choses importantes vont se passer dans une période de temps courte, tu vois, et dense? Oui. C'est ce qu'on peut espérer, parce que sinon, si ça dure. Mais moi, tu sais, quand j'ai écrit en 2002 Jusqu'où va-t-on descendre, je pensais déjà qu'on touchait le fond. Et comme tu peux le remarquer, c'est à plus de 20 ans. Et on n'a fait que continuer à descendre depuis, hein. Et donc, comme le désespoir n'a pas de sens en politique, eh ben, il faut s'accrocher à ce qu'on peut pour continuer à produire de l'espoir. Parce que je veux dire, le désespoir comme esthétique, c'est de l'esthétique, quoi. Moi, même si on peut me reprocher ma naïveté par rapport à Trump, je dis c'était difficile de ne pas y croire. Et voilà. Maintenant, on a compris que c'était pas ça. On est d'accord. Et on cherche, voilà, quelle embarcation prendre pour continuer à avancer. C'est tout, hein. Le reste, des types qui disent ah je vous avais bien dit que j'étais meilleur que j'avais mieux vu que en plus souvent c'est très faux. Oui. Je vais pas, il y a des types là qui se font mousser en ce moment comme Jean Robin. Là, je crois maintenant il a dit qu'il fallait faire une alliance de la dissidence. Il croit encore à la dissidence, lui. Là. Nous, on n'est plus dans la dissidence, on est dans la résistance, Ouais. hein. Et qu'il fallait montrer qu'on était des bienveillants en faisant des dons du sang. Je sais pas si tu vois, le mec il te propose comme union sacrée politique la prise de sang. Enfin, je veux dire, le mec c'est un débile profond. Oui. Mais bon, et il est assez comique par ailleurs et il est même pas dangereux, quoi. Il Oui, t'explique c'est en ça. France, en plein dîner du CRIF, que la France est dominée par les Chinois, tu vois, en plein dîner du Ouais, CRIF, je quoi. vois ça. Ouais, moi, je conteste pas qu'il y ait une puissance chinoise, hein, et qui est montante. Mais bon, en ce moment, il me semble que la loi Yadan n'est pas directement promue par tu sais, par le pouvoir chinois occulte, quoi. Voilà. Donc, Ouais. ouais, Il veut nous faire c'est. croire que le C de CRIF, c'est pour chinois, peut-être. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, écoute, il a toujours été un peu spécial. Mais bon, c'est pas le problème, c'est pas lui, quoi, hein. Le problème, c'est Oui. comment se débarrasser du couple du tandem Macron, comment mettre quelqu'un à la place qui soit un peu moins pire, espérer que, on n'en a pas trop parlé, que la Russie tienne son rang avec la Chine pour essayer de faire avancer le calendrier multipolaire à travers les BRICS. Espérer que l'Iran tienne pour que Trump soit remis à sa place et puni pour ses mensonges, ses trahisons et le mal qu'il fait en ce moment, non seulement aux Iraniens, mais aussi au peuple américain, hein, je le rappelle. Et puis surtout, espérer que les Iraniens s'occupent d'Israël de manière à ce que cet État théologico-racial complètement en sens inverse du sens de l'histoire finisse dans les poubelles de l'histoire, hein. C'est pour qu'enfin on puisse espérer un peu de paix et d'harmonie au Proche-Orient et même au-delà, hein. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer quand on a un peu de sens moral et de sens politique, quoi, hein. Voilà, donc nous tournons nos yeux vers l'Iran et nous espérons effectivement que l'Iran tienne. Voilà, hein. Je rappelle que rien que cette phrase-là peut me valoir une nouvelle condamnation en France, Ouais. dans cette belle république laïque égalitaire, dont M. Payon doit très bien exister, quelle était sa religion, hein. Oui. Voilà. Là, Tout est là, tout est à disposition, hein. Moi, je fais jamais que montrer, diffuser, ouais. hein.
Mm. que diffuser. Voilà, tout est consultable. Je n'invente rien. On peut finir là-dessus, non? Parce que ça fait Bah ouais, pratiquement ouais, ouais, combien de bah temps? Ça carrément. fait Moi, j'ai pratiquement fini mes 2 heures. questions, justement. Ouais, super. Bah écoute, c'était un Ouais, puis dernier mot, peut-être. Ah oui, ouais, Sylvain, oui, oui. j'ai un peu faim et un peu froid, donc je vais aller me Ouais. sustenter. Eh ben, Allez. écoute, je te souhaite d'avoir une vie agréable en Thaïlande. Au moins, Ouais, tu es dans un autre merci. espace-temps. Ouais. Bah, je suis sorti de la résidence fiscale française déjà. J'ai fait une première Oui, étape. oui, 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 oui. On est souvent mieux ailleurs, oui, bien sûr. Ouais. Ben, tu salues les nombreux Français qui sont là-bas, avec qui Ouais. d'ailleurs j'ai beaucoup de fraternité par le pied-point, tu sais. Et tu sais J'ai que je pas me fais mal d'amis. reconnaître tous les jours. Les gens me disent: «Ah, c'est toi qui as fait la vidéo avec Alain, passe-lui le Oui, bonjour, oui, oui. j'ai vu dire ci». J'ai beaucoup d'amis et d'admirateurs en Ah ouais, je te Thaïlande. jure. Ah ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors j'aimerais bien y aller, mais je suis pas sûr que ce soit pas risqué pour moi, parce que on m'a proposé, hein, on m'a dit je t'invite Ouais, en bah, Thaïlande. quand J'ai tu dit veux, le hein. problème le problème c'est les risques d'extradition, hein. Il y a quand même. Ouais, je crois qu'il y a une, Donc ouais. je vais m'abstenir, mais sinon ça aurait été avec plaisir que je t'aurais rendu visite. Mais c'est un peu trop risqué. Pour l'instant, je vais rester là où je suis, C'est ça. en n'étant pas trop précis sur la géographie, parce que ça Oui, aussi, je finirai là-dessus. Il faut pas croire qu'en Russie, il n'y a pas une puissante communauté. Elle est un peu, je veux dire, implanté. bloquée sur le plan politique, mais comme elle est très puissante au niveau économique, n'oublie pas que l'argent est aussi le pouvoir, quoi. Donc c'est pas si simple la Russie, hein, c'est pas si simple, hein. J'ai des ennemis puissants là-bas aussi, pour différentes raisons. Mais c'est quand même, la politique, c'est le choix du moins pire. La Bon, Russie, c'est moins pire que la France, c'est moins pire que la Suisse, surtout pour moi en ce moment. Je finirai là-dessus. super. Allez Alain, passe une bonne soirée. À Merci bientôt, à d'avoir été là bientôt. encore une fois et courage.